Et salut tout le monde et bienvenue pour cette première de Manga Rétro Saucisse Congelée. Et oui, Manga Rétro Saucisse Congelée, cette émission où on va faire un tour dans notre congélateur, on va récupérer des vieilles saucisses japonaises pour savoir si elles ont toujours aussi bon goût. Alors c'est sympa, un petit barbecue ou des saucisses à la poêle tout seul, mais c'est quand même beaucoup plus sympa avec des invités. Et tout d'abord, j'accueille Mindphobia. Comment ça va Mindphobia? Salut, salut, bah ça va. Ça fait plaisir d'être ton invité pour une fois, ça change un petit peu. Eh oui, c'est vrai, un petit peu les rôles s'inversent. Enfin, c'est un grand plaisir pour moi. Alors, je vous cache pas que Manphobia en coulisses m'aide beaucoup parce que je suis encore un petit peu hésitant au niveau de la technique, mais enfin, je suis très content. Donc, très content que tu nous rejoignes dans cette aventure. Mais tu n'es pas le seul, puisque nous accueillons également l'ami, le vieux geek, mais c'est plus joli en anglais. Old Geek, comment ça va? Salut, salut, ça va très bien. Et vous? Bah écoute, ça va. Ravi aussi de t'avoir parmi nous pour ce premier numéro de MRSC. Hein, c'est ce qui deviendra bientôt, je pense, un futur classique, manga rétro saucisse congelée, Tu veux consacré dire que à. tu veux dire que tu fais du rap, t'es un Mister MC? Oh putain, j'aime même pas, voilà, c'est ça, appelez-moi Mister SC. Et donc pour cette première de Mister SC, évidemment, qui est consacrée à Ranma 1,5. Un petit peu actualité oblige, puisque vous le savez sans doute, en ce moment, ils sont diffusés les épisodes du remake, un petit peu de l'animé, on en reparlera, de Ranma 1,5 sur Netflix. Alors moi, je vous avoue qu'on en parlera peut-être un petit peu. J'ai vu que le premier épisode, personnellement, que j'ai trouvé plutôt réussi, même si il y a quelque chose qui m'a chagriné. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans les différentes adaptations, que ce soit animé, jeux vidéo, etc. Donc voilà, je suis ravi de vous avoir avec moi. Donc on va commencer un petit peu par un tout petit tour de table pour savoir un petit peu, est-ce que vous en mangez des saucisses japonaises? Est-ce que vous en mangez depuis longtemps? En gros, évidemment, c'est évidemment une métaphore enfilée autour de la gastronomie, on va dire de volaille ou d'autres, des saucisses. Mais ma question détournée, c'est est-ce que vous aimez lire un petit peu des mangas rétro, des vieux mangas il y a 15, 20, 30, 40 ans, que sais-je encore? Bah moi, Inphobia. oui, oui, moi c'est même ce que je préfère lire. Au final, il y a deux séries actuelles que je suis vraiment assidûment, c'est Dan Dadan et Free Run. Je sais que Dan Dadan, on a un gros point de désaccord sur sur ce titre tous les deux. Même si je pense il marquera les foules et il fera date dans l'histoire du manga. Mais je préfère de très loin lire ce qui me rappelle mon enfance avec le Club Dorothée. C'est ce que je te disais en off. Là, j'ai repris, je suis tombé sur une très bonne occasion sur les Evangelion. Ranma forcément, Berserk, Dragon Ball, City Hunter, et puis je sais qu'il y a beaucoup de choses parce qu'on m'a beaucoup vendu, notamment Cat Size, on m'a vendu pas mal de choses. Donc ouais, moi c'est clairement ce que je préfère lire. Même certains titres, j'en en parlais avec All Geek la dernière fois qu'on s'est vu, Devil, pardon, j'ai ma langue qu'a fourché, Devil, qui est un manga qui a une bonne vingtaine d'années et que j'avais trouvé très fun, très inspiré Saint Seiya dans le trait, sauf que les personnages ne sont pas tout le temps de trois quarts. Et mais Tac, tac. mais il y a une inspiration Saint Seiya que j'avais beaucoup aimé. Ok. Et toi, Olgeek, ton Bah, rapport avec les vieux mangas? les vieux Enfin, les mangas, vieux en fait, mangas, on va dire les. d'une certaine manière, comme mon deuxième manga, c'était Dragon Ball dans les années 90, en fait. Donc, moi, au fur et à mesure que les éditions françaises sont arrivées, forcément, ils les ont alimentés avec ce que les personnes connaissaient. Donc, un certain nombre de choses. Et puis j'ai lu, quand ils sont arrivés sur le marché, avec Bleu, ils avaient clairement, ils reprenaient toutes les licences qu'on avait eues au Club Dorothée, hein, que ce soit Okuto no Ken, Captain Tsubasa, Nicky Larson City Hunter. Donc il y avait vraiment une vague, la quête de Dai aussi, Dragon Quest. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai lues comme ça au fur et à mesure. Donc ça fait partie un peu de mon ADN. Je ne me suis pas mis tout de suite dans les mangas récents. D'une part parce que à l'époque, mine de rien, en France, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses récentes. On était plutôt sur des valeurs un peu sûres ou des débuts des mangas. Et aujourd'hui encore, voilà, il y a des choses qu'on redécouvre parce que il y a des rééditions dans des formats soit plus sympathiques, soit complètement inédits d'auteurs qui ont marqué ce média. Et c'est vrai que les mangas plus modernes, plus récents, je suis un peu déçu de ceux que j'ai pu lire jusqu'à présent. Je m'y retrouve pas vraiment, notamment sur les shonen, hein, où je trouve que il y a moins ce grain de folie ou peut-être justement trop de cette redite
par rapport à ce qui existait il y a 20, 30 ans, 40 même, si on, si on commence à parler de Dragon Ball, ça commence à faire un certain temps. Donc ouais, c'est vrai que je suis assez dans le rétro au final. Oui, bah écoute, moi je te rejoins pas mal. Je sais pas si t'avais terminé, All Geek, hein, je veux pas te. Ah ouais, j'ai terminé, pas de problème. Ouais, bah je te rejoins pas mal, bah, je vous rejoins pas mal, tous les deux. C'est-à-dire que. Alors ça fait un peu, je me rends compte, ça fait un peu vieux con, ça fait un peu boomer là, mais je pense pas que ce soit forcément le cas. C'est-à-dire, est-ce qu'on est peut-être qu'on est lecteur de manga de longue date ou pas, mais qu'effectivement, en tout cas, lecteur de bande dessinée depuis longtemps. Et peut-être qu'effectivement, les schémas narratifs éculés, bah, on a peut-être une certaine habitude. En tout cas, surtout en ce qui concerne certaines catégories. Moi, je vous rejoins sur les mangas actuels. J'ai du mal à en trouver certains qui me bottent. Alors, je vous cache pas que Beastars a été un de mes gros coups de cœur ces dernières années. Alors, c'est un manga terminé, hein, il ne sort plus. Mais voilà, il est sorti dans ces dernières années. C'est vraiment quelque chose de Paru Itagaki. Donc, la fille de l'auteur de Baki, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, quand même. Et voilà, qui était un manga qui m'avait énormément plu. Et sinon, je suis comme toi, Mindphobia Frieren, que j'aime beaucoup. Alors, mais n'en déplaise à certains, je peux comprendre que certains reprochent un petit peu le côté un peu plan-plan de prime abord. Mais justement, je trouve que c'est un manga très original qui détourne les codes pour raconter autre chose tout aussi intéressant. Tu veux rebondir peut-être sur Frieren? Ah oui, je suis complètement d'accord. C'est un manga de personnages et pas un manga de situation. On raconte l'évolution des personnages et on décrit pas une situation qui va avancer, qui va évoluer. On suit l'évolution de Freerun, qui a une évolution beaucoup plus lente parce que longévité beaucoup plus longue. Donc moi je trouve que c'est un bon doudou. Il y a des moments où je me dis bon, faudrait que ça avance un petit peu, mais là c'est les 2-3 derniers tomes, il y a eu un petit peu de relance, un petit peu d'intérêt narratif qui ont été relancés et qui donnent une nouvelle saveur au manga que j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, c'était une petite parenthèse, petite digression. Sinon, dans les mangas actuels, bah, j'avoue, moi j'aime beaucoup Magus of the Library, mais il y a un tome qui sort maximum par an. C'est vraiment très beau, c'est un super manga, mais alors faut être patient. Donc, c'est pas forcément un manga que je recommande dans le sens où, une fois que vous aurez lu les 7 tomes sortis, bah, lorsque le prochain sortira, vous aurez certainement, enfin, si vous avez la même mémoire que moi, vous aurez certainement oublié les détails, les quelques détails, et il y en a beaucoup. Donc, c'est un super manga, mais malheureusement avec des sorties trop espacées. Sinon, Kaiju numéro 8, qui est ma lecture, Popcorn, qui est pas un grand manga, mais que je trouve sympathique. Mais il y a des très bonnes idées. Et voilà, parfois bien exécuté, parfois moins bien, on va dire. Sinon, bah oui, Dandadan, t'en as parlé. Alors moi, j'ai lu que les 2 premiers tomes, des tomes qui ont fait effectivement légèrement polémique, notamment par rapport à ce qui s'y passe dès le départ. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut essayer de faire fi de ces 2 premiers tomes et continuer parce que la série vaut le coup. D'ailleurs, vous avez un animé qui est sorti aussi sur Netflix, je crois, si je dis pas de mal. Oui. Et oui, peut-être qu'un jour, je retenterai sa chance, mais enfin, comme on se rappelle à le dire assez régulièrement, il y a tellement de choses à lire, déjà tellement de choses qui nous intéressent, que si a priori il y a quelque chose qui nous a pas forcément chauffé, bah, on n'y revient pas tout de suite en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a ce phénomène aussi, un petit peu de hype, où on se hype tous un peu les uns les autres, et finalement, bah, on cherche pas tous la même chose, heureusement. Et c'est vrai que des fois, bah, je sais, moi, mon coup de cœur du moment, en tout cas le manga récent que j'ai plus de plaisir à lire, c'est The Fable, qui est plutôt un seinen qu'un shonen. Mais sinon, je cherche plutôt, moi j'aime bien les mangas d'arts martiaux, etc. Il y en a quelques-uns qui sortent aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est vraiment la niche dans la niche. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'isekai que baston. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, rappelons rapidement pour peut-être les auditeurs ou ceux qui nous regardent sur YouTube qui ne sauraient pas ce que c'est un isekai, on sait jamais. Un isekai, c'est une personne qui est transportée dans un autre monde, alors soit parce qu'elle est morte et réincarnée, soit parce qu'elle se décroche via un jeu vidéo ou autre. Ça dépend, mais le but, c'est d'arriver dans un monde complètement vierge des normes actuelles, en fait. Et le personnage est généralement avec des super cheatés. Hein. Tant qu'à faire, il a tous les super pouvoirs, il a tout ce qu'il faut, voilà. Et il va se balader ou pas dans ce monde, mais globalement, c'est quand même un schéma assez répétitif et on a toutes sortes de choses. Hein. Donc, j'étais réincarné en roi démon, j'étais réincarné en super guerrier, j'étais réincarné en distributeur automatique. Voilà. Déviante, c'est pour toi. Mais oui, bien sûr, non, mais oui, effectivement. Je savais pas qu'il y avait forcément cette dimension personnage over-cheaté beaucoup trop fort. Je pensais qu'il y avait plus ce côté décalage par rapport à la situation, ce que j'appelle l'effet visiteur un petit peu.
C'est-à-dire, on se retrouve propulsé dans une autre situation que celle qui nous est familière, et du coup, le comique de situation va s'opérer sur le décalage entre les deux univers. Il y a ça, mais généralement, le personnage peut bénéficier de capacités qui sont un petit peu hors normes, ou en tout cas, on a souvent aussi cette tendance jeu vidéo où le gars, en fait, il est déjà de level 99 dès sa naissance, quoi. Donc, bon. C'est le New Game Plus. C'est ça, exactement. Et donc, pour revenir rapidement à ce qu'on disait, moi c'est pareil que vous, c'est-à-dire que je vais beaucoup dans les rééditions, que ça a été dans City Hunter, la Deluxe avant, la Deluxe avant la Perfect, il faut que je me souvienne un petit peu des différentes appellations, que ce soit Senseiya aussi, la Deluxe avant je sais plus comment il l'appelle aujourd'hui, mais enfin, la finale. La Final Edition, voilà, c'est ça. Donc évidemment Dragon Ball, donc je sais pas si j'en ai oublié, mais Ranma, mais peut-être d'autres mangas de Rumiko Takahashi dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Et non, effectivement, mon portefeuille ne peut pas subir trop de hype sur des titres, mais on en reparlera tout à l'heure. Il y a plusieurs de ces titres qui m'intéressent énormément. Mind, je suis très étonné. Si, les Ranma, je les ai tous. Mais il y a... Deux Maison... Non, pas encore. Oui. Maison Ikoku, on en reparlera certainement peut-être un jour. Alors, vous le savez, il y a le temps, vous avez tellement de contenu sur Manga Saucisse que vous verrez, c'est un petit peu tous les 2 mois que vous aurez ce... Mister SC, j'ai ça en tête, ce manga rétro saucisse congelé, tous les 2 mois que vous aurez un nouvel épisode, et que forcément, le temps qu'on arrive, parce qu'on parlera probablement un jour de Maison Ikoku, il y a le temps. Mais bon, voilà, longue vie à cette chaîne, et peut-être que nous en reparlerons dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Et du coup, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, je pense que ce qui nous a un petit peu rassemblés tous les trois, un petit peu autour de cet amour pour ces éditions, un petit peu, ces rééditions plutôt d'anciens mangas, c'est peut-être bien Club Dorothée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et c'est peut-être la transition toute trouvée pour savoir un petit peu comment vous avez connu un petit peu Ranma 1/2. Et qui veut se lancer? Oui, c'est le Club Dorothée, forcément. Ça fait partie des rares mangas que ma mère m'autorisait à regarder, parce que celui-ci n'était pas violent. Forcément, il y avait tout le battage médiatique autour de Ken le survivant. Est-ce qu'il fallait le mettre dans le Club Dorothée et est-ce qu'il fallait l'adresser à un public enfant? Effectivement, je pense que la réponse est plutôt non. Clairement, c'est pas du tout un manga adapté aux enfants. Mais voilà, ça faisait partie des choses que je pouvais regarder. Dragon Ball aussi. Beaucoup moins Dragon Ball Z, qui était beaucoup plus ciblé action et bataille. Mais voilà, du coup, il y a un affect très particulier à Ranma. Alors, j'ai des souvenirs très éparses, mais voilà, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je me suis mis à lire des mangas très très tard. J'ai commencé à en lire, j'étais en fin de lycée, début d'études supérieures. Et forcément, j'avais repris par Dragon Ball parce que le manga culte de notre génération, on a sensiblement le même âge, de toute façon, tous les trois. Et j'avais pris après les tomes pastels de Ranma et le sens de lecture occidentale avec les inversions d'images faisait que c'était pas super agréable. Mais j'ai eu pendant très longtemps cette planche qui me fait toujours hurler de rire à la fin du premier tome pastel où le téléphone sonne et le père qui est transformé en panda décroche le téléphone et t'as toute une page avec le père qui est au téléphone à attendre et qui finit par sortir à la dernière case. Les pandas ne savent pas parler. Et cette planche qui est con comme la lune, elle marche systématiquement sur moi, elle me fait toujours autant rire, quoi. Donc c'est grâce à ça d'ailleurs qu'un de mes collègues m'a dit bon attends c'est ton anniversaire, je te reprends le premier tome et puis démerde-toi ensuite. Donc je suis retombé dans Ranma grâce à lui. Coucou à toi parce que je pense que tu nous regarderas d'ailleurs. Ouais, alors attends, je te mets en plein écran. Hop, voilà cette fameuse planche avec le téléphone sonne et le panda qui répond, le père qui répond et voilà page stupide mais géniale. Oh non, pas stupide. Enfin, on y reviendra aussi, un peu stupide, mais de toute façon, le Genma Panda, il est tout sauf utile. Hein. Je veux dire, utile, on va dire pour son entourage, parce que c'est du comic relief. C'est clairement du comic relief. Complètement. Il suffit de regarder sur le dos de chaque tome de la réédition. Ils sont amusés à mettre un petit Genma Panda qui fait une autre. Comment on fait? Je sais plus. Alors attends, je peux le faire si tu veux. Quand j'aurai retrouvé où je suis, voilà. Hop. Merci. Voilà, merci.
Et vous avez un petit panda à chaque fois dans une posture légèrement différente sur chaque dos, si ça vous amuse. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ok, merci beaucoup, Mind. Et toi, All Geek? En fait, j'ai assez peu de souvenirs. En fait, c'est assez marrant parce que, effectivement, moi aussi, Génération Club Dorothée, etc. Mais c'est pas du tout un animé que je suivais à l'époque. Moi, j'étais vraiment sur Saint Seiya et Ken. Voilà, c'était les autres, finalement, ça m'a pas autant marqué, ou en tout cas, ça me plaisait pas. J'ai des souvenirs de Juliette Je t'aime où je trouvais ça mais vraiment horrible. Rien que le générique, j'en avais presque des boutons. La romance, c'est quelque chose qui est très particulier de mon côté. J'ai beaucoup de mal. Et finalement, ce manga, je connaissais parce que en fait, voilà, on avait tous un petit peu dans la récré, on se parlait, etc. Mais ça n'a jamais été vraiment le manga que j'ai suivi. Et après, on en parlait tout à l'heure en off, mais il y a eu le jeu vidéo, donc ça aussi, il y a eu quelques articles dessus, etc. Dans la période des jeux de bagarre avec Street Fighter et autres. Mais finalement, j'ai jamais véritablement suivi. Je connaissais le pitch de départ un petit peu comme tout le monde. D'ailleurs, je pense que le pitch, tout le monde le connaît, même si les personnes qui n'ont jamais lu ni vu Ranma, tout le monde connaît le pitch. Il y a une dizaine d'années, je dirais, où en médiathèque, j'ai commencé à lire tous les tomes, sauf la fin, parce qu'il me manque, j'ai dû m'arrêter au tome 33 ou 36, je sais plus exactement, dans les 30. Donc il me restait quelques tomes, et effectivement première édition de chez Glénat. Bon, voilà, on n'avait que ça à l'époque. Pour que ça fonctionne, effectivement, il fallait que ça soit sens à l'occidental, avec ses couvertures rigides, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs avec des illustrations issues des covers. C'était vraiment des choses qu'ils avaient fait eux-mêmes, pour le coup, côté Glénat. Mais ça faisait le taf, c'était assez marrant, c'était assez léger, on en reparlera un petit peu après, mais voilà, c'est un manga qui m'a marqué d'une certaine manière, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, j'ai trouvé ça fun, mais ça n'a pas marqué dans mon enfance. C'est plutôt plus tard, en tant que jeune adulte, que j'ai connu cette œuvre, véritablement, finalement. Ok, moi, j'avoue, je regardais tous les dessins animés au Club Dorothée. J'ai regardé tellement les dessins animés au Club Dorothée, je crois que j'avais déjà raconté cette anecdote, que ma maman, très inquiète que je passe autant de temps devant des écrans à regarder des japonaiseries, m'avait inscrit à la gymnastique le mercredi après-midi, ce qui fait que j'ai loupé une bonne partie des Chevaliers du Zodiaque. Mais c'est pas grave, c'est ce qui aussi m'a poussé et m'a donné envie de justement aller dans ces rééditions de Senseiya à l'époque des Deluxe. Donc bon. Et donc, pour revenir sur Ranma 1,5, moi, c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup. Je vous cache pas que j'ai eu parmi mes premiers émois avec Ranma fille. Et justement, dans le manga, même dans le dessin animé, il nous arrivait de voir des petites tétées et des seins nus. Alors moi, ça me mettait dans tous mes états à l'époque, forcément. D'ailleurs, petit chagrin, j'en parlais tout à l'heure, dans le remake, ils ont enlevé les tétons. Alors ça, je comprends complètement. On est dans une autre époque. Mais à une époque, on peut montrer des têtes coupées sur YouTube ou en animé, mais pas montrer une paire de seins, juste une paire de seins. Il ne s'agit pas de montrer une relation sexuelle. Je trouve qu'on peut se poser des questions sur notre société quand même. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Le rapport, de toute manière, c'était dans les années 80, était tellement plus décomplexé d'une certaine manière. On le voit, moi j'ai revu les animés pour l'émission, et c'est vrai que Ranma, quand il se transforme en fille, mais il a aucun complexe. Il se balade à poil, il montre sa poitrine. On pourra en reparler, et c'est assez intéressant. Il agit de manière vraiment, il s'en fout, quoi. Ça ne gêne absolument pas. Les situations, la nudité, tout ça, ça lui passe complètement au-dessus, et c'est assez troublant, effectivement, quand on connaît l'âge des personnages, de dire c'est un peu chaud quand même. Mais c'est aussi un manga sur la sexualité, ou une sorte d'initiation à la sexualité, mais gentillette. Et je trouve que ce côté un petit peu... Mais vas-y, je t'en prie, Mike. Il y a ce rapport à la sexualisation et à la sexualité, pardon, mais aussi, et je trouve que c'est ultra avant-gardiste pour l'époque, une certaine part, toute proportion gardée, à la transition, à la transsexualité, avec une certaine ouverture d'esprit, parce qu'au final, que Ranma soit homme ou femme, la plupart de son entourage proche s'en fout complètement que ce soit un homme ou une femme. Et il n'y a pas ce rapport honteux
comme on pouvait l'avoir un petit peu encore dans les années 80, parce que c'est relativement récent et c'est pas encore tout à fait acquis dans les mœurs qu'un homme puisse devenir une femme ou inversement. Et là, il y avait ce rapport très décomplexé sur le changement de sexe, qui, encore une fois, c'est très léger, c'est très en filigrane, mais qui passait et qui faisait pas se poser de questions à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi sur l'entourage qui s'en fout, effectivement. Ranma, lui, ça lui pèse un petit peu quand même. Surtout qu'il a des love interests différents en fonction qu'ils soient un homme ou une femme, et du coup, il y a pas mal de responsabilités qui pèsent, ou Oui. à la fois être flatté par l'attirance des gens, mais comment leur dire non ou comment leur dire oui dans certains cas. Excuse-moi, hein, Olgi, que je t'ai interrompu. Non, il n'y a pas C'était de juste pour problème. rebondir. Mais en tout cas, dans moi, ce que j'ai pu voir, il y a quand même cette volonté de Ranma autant quand il se transforme, il peut agir de manière très décomplexée, mais d'une certaine manière, s'il ne pouvait pas se transformer, lui, ça ne le gênerait pas. Alors que Oui. son entourage, effectivement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il s'en fout complètement, quoi. Qu'il soit l'un ou l'autre, effectivement, il n'y a pas de jugement. C'est une presque normale, d'ailleurs. C'est assez marrant, on en reparlera, mais les personnages, dans leur globalité, sont assez peu surpris de cette transformation. Ouais. C'est Mais ça fait partie du côté absurde du manga un petit peu. C'est ça. On y reviendra, mais il y a énormément d'humour, le côté absurde, presque des cartoons des années 1920-1930. Les yeux exorbités, quand on met des coups de poing, le personnage qui vole. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, moi, que je trouve très drôles. Hein. Et on peut en parler un tout petit peu, ou alors on y reviendra. Mais vu que déjà, Mind t'a abordé un petit peu certaines thématiques, je pensais y venir plus tard, mais on peut en parler maintenant et c'est très bien. Désolé. Et non, il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, le faire au début ou à la fin, c'est absolument pareil et ça peut être intéressant. Mais voilà, parce que le style de manga aussi, Rumiko Takahashi, on y reviendra tout à l'heure, dans un instant, quand on va vous faire la biographie. Mais effectivement, elle s'était essayée déjà à certains genres et elle aime bien mélanger les genres. Là, on voit bien qu'il y a un petit peu de romance, quand même, qui est assez importante dans Ranma 1/2. Je dis un petit peu par rapport à Maison Ikoku, où là, on a vraiment un manga sur la romance avec un ancrage dans la société japonaise et dans les auberges japonaises, dans les auberges de jeunesse. Et même toutes les relations qui sont très très codifiées au Japon. Ah, complètement. Pas faire très importante. Ah, exactement, le salariman, la personne qui se travaille déjà en petite tenue, qui manque de pudeur. Donc, je crois que Rumiko Takahashi, elle aime bien aussi ces personnages qui manquent de pudeur, qui soit affirment leur forme ou s'en foutent. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, comme tu le disais, Mine, sur à la fois le côté décomplexé de son corps, quel qu'il soit, même si quand notre corps il est animal, c'est un petit peu plus compliqué, comme on peut le voir, que ce soit pour des situations comiques, mais que ce soit aussi pour des situations amoureuses. Pauvre Ryoga. Pauvre Ryoga, il a quand même, en tant que transformation, il a été plus près d'Akane que Ranma ne l'a jamais été. Enfin, c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, alors tu disais, Julien, que il y avait Ranma, lui, aimerait bien rester un homme. Après, je trouve que le manga, justement, flirte entre quelque chose de très progressiste, de très en avance sur son temps, tout en mêlant le côté très tradition, très code du Japon, où tout est ultra codifié. Et oui, Ranma veut rester un homme parce qu'on est encore dans une société japonaise ultra codifiée, pas dans le virilisme, ni dans le machisme, mais où l'homme doit subvenir aux besoins quand même. On le voit d'ailleurs, les personnages portent quasiment tous des tenues, surtout Ranma, une tenue presque traditionnelle chinoise. Il y a quelque chose qui est très ancré dans la tradition à travers les tenues vestimentaires, mais les thématiques sont beaucoup plus progressistes à mon sens. C'est ça, parce qu'on part on y reviendra tout à l'heure dans l'histoire. Alors moi je trouve que c'est super qu'on rebondisse comme ça peut paraître décousu, mais je trouve que c'est intéressant, parce que justement le manga part sur un mariage arrangé en fait quand même. Donc, et pourtant on arrive à bien s'en détourner, on arrive à faire quelque chose qui est assez intéressant, qui peut être vu de manière postmoderne presque, alors que le mariage arrangé, il n'y a pas plus conservateur, traditionnel, voire désuet, quoi. Ouais. On est d'accord. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous avez autre chose à dire, justement? C'est un petit peu sur le style du manga. Je disais qu'il mélange romance et puis j'allais dire les arts martiaux, parce qu'il y a quand même les arts martiaux ont une part assez importante dans le manga. Voilà, parce que on en reparlera tout à l'heure dans les lieux, mais on a une famille qui carrément vit dans un dojo. On a une des filles qui veut être une combattante aguerrie, on parlera de tout ça. Donc effectivement, les arts martiaux ont une part assez importante aussi avec la romance. Donc voilà, est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant que j'enchaîne? Ouais, juste par rapport au format de la réédition, parce qu'on n'a pas parlé, effectivement. Je te remercie d'ailleurs. Cette nouvelle édition est quand même vraiment très qualitative.
que ça soit au niveau du papier, au niveau de la jaquette. Alors, on est sur des jaquettes qui sont colorées, etc. Mais je trouve que il y a vraiment un gros travail dessus. C'est un peu plus grand ou un peu plus large qu'un manga normal. Ouais, plus large. Bon, le prix est un petit peu plus large aussi, mais bon, ça reste aussi limité, quoi. Mais C'est autour de la dizaine d'euros, je crois. Je sais pas si tu te souviens. ouais, c'est ça. 11 euros. C'est ça. 10,95 exactement. Par contre, pour Glénat, ça reste un format classique. Là, c'est un manga Limbo. Et on est à peu près sur la même taille. Ouais, je suis pas Il tout est à plus fait large d'accord. qu'un One Piece, par exemple, je pense. Ouais, il est plus large qu'un One Piece, ouais. J'ai Voire pas même peut-être un beaucoup petit peu d'autres. plus grand. J'ai pas Non, beaucoup mais je d'autres peux vous montrer si mangas. vous voulez, mais j'en suis quasiment sûr. Ah ouais, si j'avais le bras là, élastique de Luffy, je pourrais attraper un tome parce qu'ils sont pas très loin. Je vais essayer de voir. Bah, tu vois, j'ai même After God qui est une édition qui est sortie récemment et chez Glénat aussi. On est sur un format plutôt classique. C'est plutôt les Dragon Ball pour moi qui me paraissent augmenter, mais là, pareil, les Dragon Ball sont beaucoup trop loin. Mais voilà, After God, Ranma, on est sur le même Si, format. regarde. Regarde One Piece, ils sont un petit peu moins larges, regarde même. D'accord. Bah, c'est que j'ai de la chance alors que tous les mangas que j'achète chez Glénat est le même format. C'est ça. Tu es attiré par tout ce qui est large, écoute. C'est titre. Ouais, évidemment, j'attendais que tu rebondisses. Merci, Et, All Geek. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, et sur cette édition aussi, à la fin du premier tome et dans les autres tomes, j'imagine, parce que j'ai pas acheté tous les tomes, il y a aussi des petits compléments sur les personnages, sur leurs forces, leurs faiblesses, les combats et interview de Rumiko Takashi. Donc, ce qui donne quand même un petit rédactionnel pas inutile et plutôt sympathique en bonus. Ouais. Il y en a sur tous les tomes. Ouais. C'est ce genre de choses-là. Tac. Voilà. Avec ce Ranma qui, on en parlera après, mais je trouve que il est quand même très très fort ce Ranma, mine de rien. Il n'y a pas vraiment de véritable rival. Vous me direz, moi je suis pas allé totalement au bout du manga, mais je trouve qu'il est quand même. Il est dans la. Aposai, à la limite, c'est Aposai qui est le seul qu'il a du mal à affronter, à la limite. C'est ça, il y a que les vieux qu'il a du mal à affronter, mais sinon. C'est ça. Autre chose aussi pour conclure sur l'histoire, des éléments qui sont mis, alors ils sont très épars, hein, mais il y a quand même ce côté, on parlait de traditionnalisme, où les arts martiaux, dans la culture orientale, c'est fait pour battre les démons, les forces du mal à la base. Et on le retrouve quelquefois via quelques personnages qui vont apparaître, dont il s'avérera que ce ne sont absolument pas des démons. Mais c'est quelque chose qui va venir de temps en temps et qui, en plus, dressera pas mal de codes pour les mangas à venir qui vont traiter d'arts martiaux. Il y a Demon Slayer, par exemple, et il y en a d'autres. Il y a Tengu Hunter Brothers qui sort chez Pika, si je dis pas de bêtises, qui est dans le même esprit. Enfin voilà, cette chasse aux démons par des combattants hors pair, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu distribué et qu'on va retrouver beaucoup plus tard. Et le côté mais pas forcément dans Ranma. Aussi... Excuse-moi. Oui, tout à fait. Non, je t'en prie. Et le côté tradition, on a aussi un petit peu, les vieilles légendes chinoises ou japonaises, hein, les légendes de grand-mère, quand on y reviendra avec le personnage de Cologne, souvent qui pense apporter peut-être un remède à ces malédictions, etc. Enfin voilà, on tisse pas mal dans cette émission. Est-ce que vous trouvez quelque chose à rajouter un petit peu sur le style du manga, sur ces thématiques? On pourrait y revenir plus tard, évidemment. Après, le style de Takahashi est quand même très sympathique, il est très fluide. On voit que c'est une autrice qui a relativement rapidement acquis son propre style, qui a très peu évolué au fur et à mesure du temps et qui est tout de suite reconnaissable en fait. C'est une des autrices où on sait ce qu'on lit, il y a des qualités et des défauts bien sûr comme tout artiste, mais il y a quand même vraiment un style très propre qui existe et qu'on reconnaît tout de suite. Et absolument. Merci encore une fois à toi de rappeler l'essentiel, parce que j'avais pas forcément pensé à parler du style de Takahashi. J'ai 2-3 choses à dire, mais je crois que j'ai coupé la parole à Mindphobia comme un malpropre. On t'écoute. Oui, c'est pour revenir sur la mangaka, et alors dans les mangas que j'ai envie de lire, Maison Ikoku, c'est pas forcément ma priorité de ce qu'elle a écrit. Il y a Lamu qui s'appelle Urusei, je sais plus comment. Urusei Yatsura. Urusei Yatsura, dont on parle. Oui, il y a Inuyasha, il y a Rin aussi, qui font partie des 3 mangas qui sont qui sont mes fortes curiosités. Mais il y a une écriture surtout de personnages très forts, qu'on identifie tout de suite. On se mélange pas dans les différents personnages. Elle marque vraiment
ces personnages par des traits de caractérisation simples, mais qui vont faire qu'ils explosent et qu'ils existent par ce trait de caractère. Et qui fonctionnent très bien. Alors, fonctionnent ou ne fonctionnent pas selon les caractères, mais l'alchimie, en tout cas, fonctionne très bien, soit en tant que protagoniste, soit en tant qu'antagoniste. Ouais. Et tout ça dans un Japon profondément ancré dans ses racines, ses valeurs et sa culture. Hmm. Et c'est très juste ce que tu dis. En tout cas, pour rebondir sur ce que disait All Geek, je trouve qu'il y a eu quand même une vraie évolution dans le trait de Takahashi en termes de dynamisme par rapport à Ranma. C'est-à-dire qu'on a dans les compositions, on a parfois, tu sais, un personnage qui est très grand au milieu des cases pour faire son apparition. Enfin, on a quelque chose d'un un peu plus efficace, un peu plus fort en termes de mise en scène. Alors que voilà, Maison Ikoku, c'était vraiment quelque chose de minimaliste. Peut-être parce que ce qu'on raconte est vraiment plus intimiste. Alors que là, Ranma, c'est quelque chose de plus en grande pompe. Même il y avait de l'humour dans Maison Ikoku, mais il n'était pas aussi cartoony, voire surexagéré dans son exécution par rapport à Ranma, quoi. Ah bah, de toute façon, Ranma, c'est aussi tout le champ des possibles par rapport à l'absurde, comme tu disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a des situations où, où voilà, ils font des sauts de 15 mètres, on s'en étonne pas, en fait. C'est ça. Bah, t'as presque ce style de combat, cette façon de bouger qui se rapproche énormément du Wuchiapan, le film de kung-fu chinois, et où les personnages volent à moitié, quoi. Ouais, c'est ça, Tigre et Dragon, les choses comme ça. Ouais, de toute façon, effectivement, on va le dire, mais Ranma et son père, ils sont habillés à la chinoise, hein, ils sont chinois. Et il y a effectivement cette notion beaucoup plus fluide, effectivement, du wushu, du kung-fu, par rapport au karaté et autres, qui sont des styles beaucoup plus japonais, beaucoup plus anguleux, je dirais. On est plus dans la souplesse, je suis tout à fait d'accord. Et ça se voit bien au niveau des combats qui sont pour le coup, c'est assez marrant parce que les combats, il y a toujours les impacts et autres, mais on est loin de mangas de bagarres plus réalistes ou plus exagérés comme Dragon Ball ou des choses très très réalistes comme Tough, etc. où on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fluide et elle réussit, elle le dit d'ailleurs qu'elle voulait prendre cet angle des arts martiaux et de la romance. On voit bien que les deux se mélangent quand même harmonieusement. Il y a vraiment, vraiment cette notion. Bah, rien que... Bon, on y reviendra dans les détails du manga, parce que là, j'avais donné une scène très spécifique dont on pourra parler tout à l'heure, j'espère que j'y penserai. Elle concerne Akane, voilà. Au début, qui est quelque chose d'assez symbolique. En plus, si vous voyez à quoi je fais référence, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais effectivement, oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Ce bon mélange d'arts martiaux, de romance, et puis même dans les combats, si vous voulez, il y a toujours cette problématique de l'eau, à un moment ou un autre. C'est-à-dire que soit elle ne veut pas qu'on révèle son identité, enfin, il ou elle, d'ailleurs, ça dépend sous quelle identité on connaît Ranma. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours de l'eau quelque part, pas loin, lors des affrontements. Et du coup, ça fait un enjeu supplémentaire à l'affrontement. Ou une théière aussi, je sais pas, là où il retrouve toujours une théière chaude. Non, mais ça aussi, tu vois, dans les comic relief, j'adore. C'est-à-dire qu'on va en parler de Genma, qui finalement passe les 3/4 du manga en panda, plus que, on sait pas pourquoi. Mais il préfère rester en panda. Et il y a toujours une théière dans le coin. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui se prend par une advertence, on a toujours quelqu'un avec la théière au-dessus de sa tête. Oui, parce qu'on en reparlera un petit peu de ce gimmick, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà ce qui fonctionne dans Ranma 1/2, justement, par rapport à l'eau. On en parlera peut-être tout à l'heure. Okay. T'as lire, Mind? En fait, j'allais te paver la voie pour une de tes thématiques de l'émission. C'est que je pense que si Rumiko Takahashi a un style aussi fort, c'est peut-être aussi dû à son maître, qui est quelqu'un que tu adores d'ailleurs. Tu ne vois pas qui je parle? Non. Koike. Elle sort de l'école Koike. Mais oui, mais j'allais en parler dans la biographie. Je croyais que tu parlais de sa première influence avant qu'elle aille au lycée. Parce que je ne connaissais pas. Elle a une influence. Oui, Kazuo Koike, dont on parlera, elle va justement... Bah tiens, bah voilà, c'est parfait, regardez, j'ai des notes. Transition toute trouvée. Merci, Main, petite transition. Je crois même avoir, si vous voulez, un petit visuel. Eh bien, on va aller chercher ça sur Rumiko Takahashi, si je le trouve. Donc on va parler, évidemment, de Rumiko Takahashi, mais j'ai normalement un visuel, si je le retrouve. Hop. Mais oui, le temps que tu cherches, une autrice qui s'est pas mal essayée à pas mal de petites séries, pas mal de scénettes, des espèces de strips japonais, même si c'est compliqué de parler de strips au Japon, mais elle a, avant de livrer sa première œuvre, qui était justement Labu, si je dis pas de bêtises, ou Maison Okoku, je sais plus.
On y reviendra, mais oui, sa première grande série, c'est ça, c'est Urusei Yatsura, qu'on connaît plus communément sous le nom de Lamu en français. Qui, J'en tout parlais tout comme à le l'heure. joueur du grenier, pour moi, c'était mes premiers émois, l'amour, et j'avais l'impression de regarder un animé qui C'est la... n'était pas forcément fait pour moi. Ouais, c'est la première case que vous voyez là, du coup, Lamu, qui est une extraterrestre. Et là aussi, Rumiko Takahashi peut pas s'empêcher de montrer ce petit bandeau qui tombe et qui est la manière dont on va se faire attraper au départ. Et c'est comme ça qu'elle va. Mais non, mais Bravo. c'est en fait. Mais non, mais oui. Peut-être le verbe n'était pas très. Mais c'est vraiment, il doit attraper l'extraterrestre. Oui. C'est vraiment ça. Et du coup, on va voir quelle est sa stratégie pour la déconcentrer parce qu'elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop agile, beaucoup trop rapide. Et encore une fois, je pense que Rumiko Takahashi, elle a envie de parler un petit peu du corps, de la sexualité, de plein de choses, et ça se voit pas mal dans ses mangas. Donc, Mais, je commence. Oui, je t'en prie. puis c'est à cette époque-là, des femmes mangaka, il n'y en a pas des milliers et des cents non plus. Donc il y a peut-être une libération de la parole et une libération de la femme de par son statut, parce que c'est une mangaka qui a très bien réussi, qui a un niveau de vie très confortable. Ouais, tout à fait. Donc je pense qu'elle s'est servie de son statut de mangaka renommé pour apporter des thématiques qui n'existaient pas forcément encore énormément dans les années 80 et début 90 au Japon. Mais on Tout en à fait. reparlera en fin de biographie. Vas-y, je te Mais laisse non, mais, enchaîner. non, mais, mais non, c'est super intéressant parce qu'effectivement, quand on connaît un tout petit peu la société japonaise et ses grands codes sociaux et les difficultés d'aborder l'autre, effectivement, parler d'amour dans un premier temps, mais d'amour dans la difficulté de ses codes, de ses hiérarchies sociales et puis même la difficulté d'aborder l'autre, et puis ensuite parler un tout petit peu, voire beaucoup de sexualité, je pense que c'est aussi un moyen, effectivement, tu as raison, un moyen d'émancipation, d'affirmation que les femmes ont un vrai rôle majeur dans l'art et dans la société japonaise. Allez, c'est parti. Parce que beaucoup de digressions intéressantes, mais il faut quand même qu'on garde le conducteur en tête. Rumiko Takahashi est née le 10 octobre 1957 à Niigata au Japon. Elle propose son premier manga, figurez-vous, à un magazine, déjà quand elle est au lycée. Elle fait ses études à l'université de Tokyo. Elle s'inscrit au Gekiga Sonjuku. Et c'est donc, comme tu l'as dit, Mind, le nom de l'école de manga fondée par Kazuo Koike. Alors évidemment, Kazuo Koike, on le connaît, c'est le scénariste notamment de Lady Snowblood, de Lone Wolf and Cub ou de Crying Freeman, par exemple. Donc c'est quand même un grand scénariste des années 70. Et puis après, qui a continué un petit peu, je crois que c'est plus dans les années 80, Crying Freeman, vers la fin des années 80. Puis après, il a encore un peu continué ce manga, je crois. Qu'il aurait pas dû Euh, d'ailleurs. c'est ce que j'ai cru comprendre. Sur les conseils du coup de Kazuo Koike, elle publie ses tout premiers doujinshi en 1975. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un doujinshi, c'est tout simplement l'équivalent d'un fanzine, quoi. C'est un manga réalisé par des amateurs. En 1978, elle commence là son parcours professionnel avec The Selfish Aliens. Donc c'est une histoire qui mêle science-fiction et comédie. On voit déjà que Takahashi aime un petit peu à mélanger les genres. Elle enchaîne ensuite. Alors c'est des courts récits, c'est des histoires courtes. Avec Time Warp Trouble, Shake You Buddha. J'ai adoré ce titre. Shake Your Buddha. Je sais pas, un mélange de Shake You Booty, Shake You Body et Shake You Buddha. J'ai bien aimé. Et Golden Gods of Poverty pour le magazine de prépublication qui publiera une grande partie de ses œuvres. J'ai nommé le Weekly Shonen Sunday. La même année, donc en 1978, elle est très prolifique puisqu'elle commence sa toute première série régulière, on va dire, avec Urusei Yatsura, dont on a parlé, qui est donc, on connaît plus facilement sous le nom de Lamu, qui a été énormément apprécié au Japon. Voilà, ça a été un énorme succès. Le seul petit souci, c'est que Rumiko Takahashi avoue avoir beaucoup de mal à suivre les délais d'une publication hebdomadaire. Les chapitres sortent un petit peu de manière sporadique, et du coup, malheureusement, elle a un petit peu de mal à suivre le rythme. Il lui faut quand même 2 ou 3 ans pour suivre le rythme, donc à partir de 1980. Donc elle est plus régulière dans ses publications, et là, elle va lancer sa deuxième série régulière, du coup, Maison Ikoku, dans le magazine Big Comic Spirits, donc un autre magazine cette fois. Donc Takahashi va dessiner les 2 séries en même temps jusqu'en 1987. Urusei Yatsura se conclut en 18 tomes, et Maison Ikoku en 15 tomes. Alors quand je vous dis le nombre de tomes, c'est évidemment les tomes simples, tels qu'ils sont parus dans un premier temps. Parce que Maison Ikoku, si ça vous intéresse, sont sortis dans une réédition chez Delcourt Tonkam en 10 tomes.
Il y a des adaptations animées, évidemment, comme beaucoup de choses qu'ont fait Rumiko Takahashi. Il y a une adaptation animée de Urusei Yatsura en 1981 et de Maison Ikoku en 1986. Alors, Urusei Yatsura, c'est la mue. Maison Ikoku, c'est, tu l'as évoqué tout à l'heure, All Geek, c'est Juliette, je t'aime. Et pour les plus jeunes, l'adaptation animée de Juliette Je t'aime, il se peintait la tronche à coups de jus de pomme. Bah ouais. Oui. Bah ouais, tu vois, c'est fou comme quoi que les doubleurs veuillent minimiser la violence dans Hokuto no Ken ou dans City Hunter, j'entends. Je peux entendre, même si on déforme l'œuvre de départ, mais bon, ils pensent à notre place et merci à eux. Mais que là, que ce soit comme dans City Hunter, ou quand il allait dans les maisons de hôtesse, je sais plus où il allait, mais il maquillait ça aussi, ou là, les jus de pommes, ouais, c'est un peu regrettable. Il allait dans des bars végétariens ou des trucs comme ça. Ouais. C'est un truc comme ça, mais c'est vraiment Je un sais truc pas qui n'a si rien ça à voir. existait dans les années 80, des bars Ah, végétariens. non, Enfin, mais peut-être, j'en sais rien. j'avais entendu ça. Ouais. Ah là là. Je continue, à moins que tu veuilles rebondir. Non, c'est bon, tout va bien. On continue. Dans les années 80, elle dessine des histoires courtes encore. The Laughing Target, Maris de Chojo et Fire Tripper. Alors personnellement, j'ai jamais entendu parler de ces histoires courtes-là. Je sais pas s'il y a un recueil d'histoires courtes de Takahashi qui est déjà sorti ou... Ouais, il y en a un qui est sorti il y a récemment, je crois, mais je sais Ok. pas ce que ça contenait. Du coup. Ok, bah j'irai jeter un œil. Elle crée également Mermaid Saga, qui est un manga que j'aime beaucoup, publié entre 1984 et 1994. Donc vraiment, elle publie des chapitres de manière très sporadique. Elle met 10 ans en tout pour publier cette série-là. Donc ça lui prend pas mal de temps. Puisqu'entre-temps, en 1987, elle a débuté sa 3e série d'envergure, à savoir, évidemment, Ranma 1/2, qui est publiée toujours dans le Weekly Shonen Sunday, avec une adaptation animée dès 1989, un manga qui se termine en 1996 à son 38e volume. En 1996, donc, tout en continuant ses histoires courtes, elle lance sa 4e œuvre majeure, Inuyasha, publiée toujours dans le Weekly Shonen Sunday, de 1996 à 2008. C'est un manga que j'aimerais lire, que j'ai jamais lu, qui mêle action, romance, horreur, fantasy, comédie, vraiment beaucoup de choses dont elle a déjà parlé dans ses mangas jusqu'ici. C'est son œuvre la plus longue et largement, 558 chapitres, 56 volumes. Je sais que ça a déjà été édité en France. Je ne sais pas si ça a été édité dans son intégralité. J'ai un doute. Je me souviens plus. Du coup, Je crois que oui, mais en tout cas, c'est très difficile à retrouver. Inuyasha, si a priori c'est publié en intégralité. D'accord, ok. Mais je suis pas sûr qu'on puisse trouver tous les tomes maintenant, parce que j'avais essayé à un moment et je crois qu'il y a quelques tomes manquants. Donc on attend une réédition avec grande impatience. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Je crois que c'est édité par Kana, mais c'est édité par Kana. Ok. Je vérifie. Alors forcément, j'ai pas dû mettre. Mais non, c'est édité par Kana, j'ai vérifié tout à l'heure parce que je voulais les prendre. D'accord, ça marche. Non, bah à voir, après, ça se trouve, je vous dis une bêtise, ça se trouve, ils sont totalement disponibles. Inuyasha, ça a été adapté en 2 animés, un de 2000 à 2004 et un autre de 2009 à 2010, 4 films d'animation en 2001, 2002, 2003 et 2004, et un OAV en 2008. Donc, oui, bah, pas mal d'adaptations, forcément. Même si Inuyasha a moins franchi les frontières, j'ai l'impression, qu'en France. C'est un manga qui est moins réputé. En France, je dis en tout cas moins réputé dans le sens où il y a moins de gens qui l'ont lu, mais il a très bonne réputation. Voilà, je sais pas si vous voyez la nuance. En fait, Inuyasha est arrivé un petit peu dans la période où des Big Three, et c'est vrai qu'il a été un peu noyé sur cette partie-là. Et puis à l'époque, quoi, on parlait du style graphique tout à l'heure, mais c'est vrai que quand par rapport à Oda ou Kishimoto, etc., c'est vrai que ça faisait un petit peu plus daté. Et je pense que c'est aussi ça qui... Et je suis pas sûr aussi à l'époque que l'animé soit sorti aussi vite. Parce qu'on sait bien que dans le domaine du manga, quand il y a un animé, ça crée aussi une grosse vague de nouveaux lecteurs. Je crois que l'animé est arrivé beaucoup plus tard. En tout cas en France, c'est difficile à trouver. Ouais, en France, parce que même au Japon, tu as raison, il est arrivé au bout de 4 ans, alors que la plupart de ses œuvres, en général, au bout de 2 ans, il y a déjà un animé. Donc c'est quand même plus long, et puis t'as raison, enfin je veux dire, fin des années 90, j'y avais pas pensé, je te donne la parole tout de suite après, Maïd, excuse-moi. Mais avec l'arrivée de One Piece, Bleach, Naruto, effectivement, on passe dans une autre ère de manga, alors elle est toujours dans sa continuité graphique, même s'il y a quelques évolutions, mais effectivement, peut-être que ça s'est noyé dans une publication qui était, on va dire, un petit peu plus moderne, qui avait un petit coup de neuf, quoi.
Et les 56 tomes d'Inuyasha sont bien disponibles en VF par Kana. Eh ben merci beaucoup Mind. Comme quoi, il faut m'écouter, mais pas toujours. Ne porte Non, mais quand je vous dis, voilà, c'est Merci. ça. Quand je vous dis si je vous dis pas de conneries, il y a des chances que j'en dise en fait finalement. Les élèves d'Isoka n'écoutaient pas cette dernière remarque. Non, moi en général, si je suis pas certain de ce que je vais avancer, je le dis pas à mes élèves. Ça a moins d'impact parce que là, on peut vérifier, on est entre adultes et puis on peut même se corriger, que ce soit dans les commentaires ou quand on a la chance d'être épaulé par d'aussi bons collègues. Donc merci Mind de rétablir la vérité. Ouais, bon, je sais pas si je vais me prendre les 56 tomes, je vais quand même attendre une réédition, je pense. Bah, surtout que le tome est à 7,60 7,30 €, donc ça commence à chiffrer un petit peu, quoi. Ah ouais. Et donc pour terminer, j'ai bientôt fini. Takahashi remporte le prix Shogakukan dans la catégorie Shonen en 1980 pour Urusei Yatsura et en 2001 pour Inuyasha. Le 23 janvier 2019, et on s'en souvient, elle reçoit le Grand Prix de la ville d'Angoulême au Festival international de la bande dessinée, récompensant l'ensemble de son œuvre. En 2020, elle obtient la médaille au ruban pourpre. Et oui, elle lui est décernée au Japon pour sa carrière artistique. Alors qu'est-ce que c'est que la médaille au ruban pourpre ? C'est décerné au Japon pour ceux qui ont contribué au développement des sciences et des arts par la clarté de leur publication. Ça fait beaucoup rire, cette domination. Et voilà, et puis pour terminer, c'était juste l'actualité. En octobre 2024, il y a le remake de l'animé disponible sur Netflix avec un épisode chaque samedi. Je crois que ça a commencé le tout début octobre, le 3 octobre, quelque chose comme ça. Alors, juste un prix une décoration que tu as omis, elle est aussi chevalier de l'ordre des arts, elle a la Légion d'honneur des chevaliers des arts et des lettres en France. Ok. Non, Voilà. je ne savais pas. C'est la même qu'Evelyn Thomas A, c'est ça ? C'est Pardon ? peut-être pour ça que je l'ai. C'est la même que Evelyn Thomas A ? Peut-être, je sais pas. Oui. La Légion d'honneur en France, bon. Peut-être pour ça que je l'ai mis sur le tapis. Hein. Mais effectivement, elle peut être à côté de. Ouais. De Francky Non, Vincent tout à fait. aussi. De toute façon, c'est un monument. Tu l'as dit. Rumiko Takahashi, à l'époque où il n'y avait pas forcément énormément d'autrices, maintenant on a quand même un peu plus. Effectivement, elle a un petit peu pavé la route pour pas mal de personnes. Et je pense que tout le monde connaît au moins 2, voire 3 de ses œuvres aujourd'hui, quoi. Alors, le titre exact, c'est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française qu'elle a obtenu en 2023. Ok, tu vois, j'étais passé à côté de cette info, donc merci encore une fois à toi. Très bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de parler très rapidement de l'histoire du manga, mais vraiment très rapidement. Puis après, on va un petit peu embrayer sur les choses importantes comme les personnages ou les lieux. En gros, l'histoire, c'est un père et son fils, donc Genma et Ranma Saotome, qui reviennent d'un entraînement où ils voulaient perfectionner leurs arts martiaux en Chine. Et ils reviennent comme convenu, parce qu'il leur va envoyer une petite carte postale, parce que visiblement la famille Tendo et la famille Saotome ont des liens, en tout cas Genma et Sun auraient des liens amicaux d'enfance, puisqu'ils auraient eu le même maître, on y reviendra un petit peu plus tard, et du coup, on a Ranma et Genma qui déboulent, il n'y a pas d'autre mot, dans le dojo Tendo, et on apprend que finalement, Ranma va pouvoir choisir, parmi les 3 filles Tendo, une future épouse. Donc voilà, ça c'est l'histoire de départ, si ce n'est que forcément, et ça on le voit dès le préambule, il y a, on en a parlé tout à l'heure, Ranma 1/2, alors 1 sur 2, ou on ne comprend pas trop le 1/2 ou 1 sur 2, mais en tout cas, c'est vraiment cette dualité. Hein, on l'a dit, forcément, au contact de l'eau froide, ces deux-là se transforment. Ranma devient son pendant féminin, et Genma devient un panda. Donc voilà, évidemment, c'est comme ça qu'un petit peu commence l'histoire, parce qu'après, on pourrait y revenir dans les détails. Est-ce que déjà, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, ou est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette histoire de départ, ma foi, un petit peu originale et un peu absurde. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment où on fait débarquer les personnages comme ça, et après, on vous expliquera un petit peu le lien. Oui, c'est ça, c'est la caractérisation de la série. Hein. On nous présente très succinctement tous les protagonistes ou antagonistes qui vont débarquer au fur et à mesure de l'histoire, pour nous apporter surtout des situations généralement comiques, même s'il y aura toujours un fond d'art martial qui traînera derrière, mais c'est des situations pour la plupart comiques, pour donner du comique de situation, hein, le bien nommé, et qui fonctionne plutôt bien, parce que
il n'y a pas besoin de faire des présentations qui durent des 1000 et des 100 pour que les personnages fonctionnent. C'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment leur interaction les uns avec les autres qui va faire que les personnages existent vraiment et se développent pleinement. Ouais. Et puis, la situation est effectivement très rapidement mise en place, même s'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Effectivement, tu parlais du lien entre Genma et Soon, mais on ne connaît pas vraiment. On sait juste qu'il y a ce mariage arrangé, effectivement, qui est promulgué, qui met les situations tous les personnages finalement sont mis au même moment. Oh. Accident. Attends, je te coupe, Paul Geek, je crois que nous avons un accident du côté de Manphobia. Manphobia, comment ça va? Aïe, ça va, c'est bon. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Fallait que ça arrive pour cette première. Le comic aussi, on a un comic relief, figurez-vous. C'est ça. Aïe. Bon, bah, si tu vas bien, tant mieux. Oui, j'arrive, t'en fais pas. Et tous les personnages, finalement, à part les deux pères, sont mis au courant de la situation en même temps. Personne ne savait rien, personne ne connaissait rien, et hop, on décide. Et les sœurs, les deux sœurs d'Akane vont très gentiment la pousser directement. Elle n'a pas son mot à dire. D'ailleurs, personne n'a son mot à dire dans la situation. Hop, c'est acté, on passe à la suite. Ils ont peut-être qu'ils ont le même âge, je crois. Oh, bah vous avez à peu près le même âge, alors qu'ils en savent rien. Hein. Je crois que Ranma n'a pas donné forcément son âge à ce moment-là. Ou je sais plus, peut-être. Je sais plus si quand il se présente, il le dit pas, qu'il a 16 ans. Ouais. J'ai un doute. Mais en fait, ouais, ça se passe hyper vite. Si je crois que le père dit l'âge de ses filles 19, 17 et 16. Oui, alors, tout à fait. Alors, je vais. Akane, elle a 16 ans. Kasumi, que vous voyez là, c'est l'aîné, elle a 18 ans. Nabiki, 17 et Akane, 16, du coup. Ouais, et Kuno aussi, il a 17 ans. Oui. Qui ça? Kuno. Oui, parce qu'ils sont D'accord, ok. Et en fait, il y a cette situation, et puis après, très vite, il y a ce mystère révélé de l'eau froide. Et là aussi, les gens n'ont pas de choix, c'est-à-dire que voilà, c'est fait. Bon, maintenant on passe à autre chose, quoi. C'est fait effectivement ce côté un peu absurde où les personnes se disent bah, comment ça s'est passé, donc ils expliquent à minima ce qui s'est passé, mais tout de suite, ok, très bien, on accepte. Les personnes acceptent la situation qui est quand même un peu folle, quoi, quand on y pense rétrospectivement. Attendez, vous transformez en panda géant et toi en femme et tout va bien. Ok, bon, très bien. Et l'une d'entre nous doit épouser le garçon qui se transforme en fille. Là. D'accord, ok. Bon, bah, c'est ça. On va digérer comme vite fait l'info, mais c'est vrai qu'ils le prennent plutôt bien. Mais de toute façon, il y a ce côté très absurde, très rigolo. Où il y a notamment, moi, c'est le personnage de Kasumi qui me fait beaucoup rire. Alors, Kasumi, donc c'est l'aîné des filles Tendo, qui est vraiment un petit peu la cuisinière, la fée du logis, un petit peu la représentation de la femme parfaite dans des critères un peu machistes, hein, c'est-à-dire celle qui est toujours dans la cuisine et qui fait le ménage, mais parfaitement, mais qui est toujours aussi, vous savez, très maître de ses émotions, de ses sentiments. Elle est toujours très calme quand c'est un bordel incroyable derrière, où ils se battent, où ils pètent tout. Il y a le côté vraiment, c'est un bordel son nom là-dedans, que je trouve assez rigolo. Nabiki, oui, vas-y, je t'en prie. Il y a 3 représentations de la femme, effectivement, qui sont... tout à fait. Qui sont représentés là. Je te laisse enchaîner avec Nabiki, qui est un personnage aussi assez spécial. Ah bah elle est terrible. Alors Nabiki, c'est la peste. C'est la peste, c'est la pragmatique, c'est celle qui va vous extorquer, c'est celle qui fait un petit peu du commerce de dossiers, en gros. Hein. Voilà, si vous avez quelque chose à vous reprocher, elle a forcément le dossier sur vous, Nabiki. Hein. Donc elle va monnayer ça à l'école. Elle est presque vénale, ouais. Sans le côté sexualisé, mais elle est ultra vénale. Mais c'est ça, c'est que t'as dit, t'as la fée du logis cuisinière, t'as la femme vénale, et t'as la femme sûre d'elle, un petit peu masculine, combattante, guerrière, qui s'affirme. Indépendante, avec Akane. Les 3 finalement sont indépendantes à leur manière, parce que Kasumi, même si elle fait à manger, etc., mène sa vie. Hein. Je veux dire, son père lui demande rien, elle fait rien, elle décide de faire ce qu'elle veut. C'est aussi une vision, et d'ailleurs ça aussi on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais spoil, mais globalement on arrive dans 2 familles où il n'y a pas de mère. Oui, tout à fait. Ce qui donne aussi une dynamique assez différente finalement. On est à la fois dans quelque chose de très conservateur,
dans certaines parties, avec ce mariage arrangé, etc. Mais il y a un élément du foyer qui manque Ouais, tout à fait. et dont Elle, on parle pas. elle On détourne les parlera codes pas, en plus, en tout parce cas, que. tout de suite. Alors, pour Tendo, on n'en parle pas du tout. Ouais. Chez les Tendo, on n'en parle pas, et chez les Saotome, Si. ça. On Ah bon l'évoque, ok. on l'évoque au détour de 2-3 épisodes justement où la mère, la femme Saotome arrive, où justement il y a Akane qui dit à Ranma, bah toi t'as la chance de pouvoir revoir ta mère, moi je l'ai perdue très jeune. Oh, Mais ok, bah c'est merci à brossé toi. c'est brossé sur l'espace de 4 ou 5 pages et après on n'en Ouais. parle plus quoi. Ouais. Et justement, tiens, j'en profite pour rappeler un petit peu à tout le monde que moi, j'ai lu l'intégralité de la série, mais à l'époque de la réédition. Donc, le premier tome date de 2017 et le dernier, je crois, de 2020 ou 2021. Donc, ça fait un petit moment, je les ai pas forcément relus, même si je connaissais bien l'œuvre. Mind, toi, tu les as tous lus ou presque assez récemment. Il me manque que le dernier que je vais attaquer après l'émission. Parce que, bah, quitte à être à jour pour l'émission, on peut le faire après. Voilà. Et toi, je crois, Old Geek, pareil, t'as une assez bonne une assez bonne connaissance globale de l'œuvre. Ouais, alors moi je l'ai lu il y a plus longtemps que vous. J'ai un petit peu oublié, mais je me suis un petit peu replongé grâce aux animés, un petit peu dans tout ça, en tout cas de manière à voir un petit peu les personnages et un petit peu leur comportement. Mais voilà. Mais c'est vrai que sur les derniers tomes, je serais beaucoup moins efficace sur ces Non, mais tomes. de toute façon, on va pas forcément faire une trame dans tous les tomes, hein, c'est pas forcément l'objectif. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce que vous avez dit à la fois sur la représentation des femmes ou de la femme à travers les différentes filles Tendo. Et Sun, on peut en parler de ce personnage. Moi, j'ai l'impression que Kasumi, elle a 3 enfants en fait. Elle a Sun, Nabiki et Akane, quoi. Oui, clairement. Sun est un personnage qui fait que pleurer ou implorer. En fait, il surréagit tout le temps. C'est vraiment un personnage de cartoon qui est génial. Parce qu'il est très dramatique dans toutes ses réactions et je trouve assez génial. Ou vindicatif. Quand Oui, Ranma, quand il y a un nouveau Ah oui, Love oui. Interest qui arrive du passé de Ranma, il est dessiné limite en démon avec Oui. une tête exagérée pour Ah, gueuler après Ranma, quoi. Excellent, tout à fait. Ouais. Quand il est très protecteur de ses filles, là, on voit qu'il rigole pas toujours et que là, il y a un changement d'échelle Mm. qui est assez drôle, quoi. Oui, effectivement. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Old Geek, tout à l'heure, par rapport effectivement aux mères absentes. C'est un petit peu une manière de Takashi de détourner un peu les codes classiques du manga, où en général, c'est la quête du père. Enfin, ça arrive souvent. J'ai pas connu mon père, je veux le retrouver, je veux être comme lui, etc. Et là, on a quelque chose d'assez différent. Les pères sont là, c'est un peu des pères. En ce qui concerne Sun surtout, c'est un papa poule. C'est un papa qui est vraiment le papa. C'est les filles à son papa, quoi. Et par contre, Tenma, il est assez différent. On y reviendra un petit peu plus tard, peut-être, mais c'est vrai que bon, on peut en parler maintenant, cela dit. Hein. Oui, Mince, pardon. il peut Tenma, lui, c'est. facilement échanger son fils contre un bol de riz, oui. Ah, mais Ah complètement. oui, Ah, mais c'est le raclure. On dirait il vendrait fils pour un bol de riz. Ben, lui, c'est ça, littéralement. Ou pour une échoppe, ou pour, vous savez, une petite carriole transportable, plutôt. Bah, Il fait que ça. ce qui apporte d'ailleurs le love interest entre Ranma et Ukiyo, si je dis Ukiyo, pas de bêtises, tout à fait. c'est Non, la tu dis fuite pas de de Genma avec la carriole qu'il a volée et Ranma sous le bras pour fuir encore une escroquerie qu'il a fait. C'est pour le coup, il y a on en parlait de ce qui les unissait, je pense qu'on peut le nommer maintenant, c'est ce vieux maître pervers et retors qui est Aposai. Et bah, Genma, c'est vraiment à tout niveau le disciple d'Aposai. Le côté pervers en moins peut-être, mais c'est une raclure au même titre qu'Aposai peut en être une, quoi. C'est à ce niveau-là, il y a vraiment une filiation qui peut se faire. Ah oui, complètement. Parce que c'est ça, la Posai, le personnage joué là, et donc le maître de Genma et effectivement de Sun. Et il avait déjà beaucoup de vices, et effectivement. Mais ils ont pas. Ils ont beaucoup de ressentiment à son égard, mais voilà, Aposai est peut-être le personnage le plus fort de Ranma 1/2, puisque eux-mêmes ont envie d'un petit peu prendre une espèce de revanche, un petit peu sur la vie que lui leur a imposée. Mais y arriveront-ils C'est pas ça. si sûr. Mais ce qui est marrant en tout cas, ce qui est intéressant avec le personnage d'Aposai, c'est que il est dans la tradition des vieux maîtres pervers, Kamisenan, Jiraiya, etc. C'est presque un cliché parce que du coup, autant Tortue Géniale, Kamisenan, on peut avoir un petit peu quelques moments un peu épiques le concernant.
Jiraiya, c'est pareil, hein, outre son passé un peu pervers, etc. Il y a quand même des choses qui le montrent grandi. Aposai, c'est pas trop le cas en fait. C'est vraiment ce personnage qui reste détestable tout du long en fait, et que Oui. tout le monde déteste d'une certaine manière, malgré ses grandes qualités martiales. Il n'en reste pas moins un personnage qui n'arrive pas à grandir, quoi. Et c'est intéressant de voir ce rapport, alors que justement on parlait tout à l'heure de conservatisme, etc. Généralement, il y a toujours un respect vis-à-vis des personnes âgées, des maîtres, etc. Et là, avec lui, on éclate complètement ce cliché et ces traditions. La même Cologne que j'ai mis à côté, effectivement, les personnes âgées dans Takahashi. Alors c'est vrai que si vous allez au Japon, vous allez halluciner, parce que bon, déjà c'est un pays où il y a une grande longévité de vie, mais en plus les gens, ils finissent très très bossus. C'est assez impressionnant. Et je sais pas si elle a voulu un petit peu représenter ce côté, soit quand on vieillit, on perd forcément des centimètres puisqu'on devient rabougri, on se courbe, on se penche. Ou alors, tout simplement, c'est, comme tu l'as dit, All Geek, parce qu'à un moment, on voit l'image d'Aposai quand il était plus jeune. Il fait la même taille, en fait. Donc c'est qu'il a peut-être pas grandi dans sa tête non plus. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant, à ce point de vue. Ah oui, parce que ça reste dans les traits de caractère, ça reste un pré-ado plein d'hormones de toute façon, hein. Au point de baptiser un personnage, je sais plus c'est comment il le baptise, ce personnage qui veut à tout prix être baptisé et qui fout la merde parce que lui il supporte pas son nom, parce que Aposai il a donné, je sais plus, enfin je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est un truc type Draco culotte Ah oui, ou bien sûr. un truc comme ça. Oui, ça me revient. Donc c'est horrible. À l'origine Oui. cette histoire. Et voilà, même dans les moments de bravoure où il pourrait avoir une certaine rédemption, Takahashi le fait perdurer et s'enfoncer encore plus, quoi. C'est effectivement, c'est un personnage qui n'a aucune évolution narrative, mais qui fait qu'on adore le détester du coup. Oui, il en fallait un, ça. en tout cas. Il me semblait beaucoup plus insupportable dans les dessins animés. Quand j'étais gamin, j'ai l'impression qu'il était tout le temps là. Alors que quand on lit le manga, finalement, il y a une période où il arrive, où il est un petit peu... Il revient dans pas mal d'histoires, mais il n'est pas si omniprésent que ça. Non, c'est... Dans le fin du premier tiers, il est pas mal présent, en effet. Ouais. Parce que faut le présenter, puis c'est un nouveau personnage, elle a plein de choses à raconter dessus, donc elle le met vraiment énormément en scène, au point de perdre même peut-être un petit peu le fil des autres personnages, mais elle se rattrape un petit peu après en le faisant interagir de temps à autre. Quand il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est souvent lui qui a formé le personnage. On se rappelle de cette institutrice, enfin de cette professeure, qui est une gamine et qui, dès qu'elle commence à capter l'énergie des combattants, devient une adulte et une femme redoutable. Un peu comme d'ailleurs ce personnage dans Dragon Ball qui, dès qu'elle éternue, change complètement de personnalité. Ouais, Lunch, Ouais. absolument. Ouais. Et on retrouve un petit peu ce trait de caractère avec ce personnage. Donc c'est lui qui a formé cette professeure à toutes les techniques de combat qu'elle connaît. Mais au-delà de ça, voilà, il n'apparaît que pour relier un petit peu les personnages entre eux. C'est bien vu de ta part, Lunch. Ça se trouve carrément, c'est ce personnage qui aurait, pourquoi pas, influencé Takahashi grandement. C'est très possible. Hein. Parce que je veux dire, une action qui fait qu'elle change comme ça d'une apparence à l'autre, il a cherché un petit peu ce qui pourrait un petit peu déclencher ça ou le faire revenir à la normale, mais à mon avis, il y a des chances. Intéressant en tout cas. Là, je vous présente, parce que tu en parles un petit peu des autres personnages, trouvé pour parler un petit peu des personnages secondaires. Donc évidemment, je vous ai pas mis l'ensemble des personnages, il y en a plein d'autres. Hein. Je vous en ai mis quelques-uns. Effectivement, Ryoga, là aussi, on n'aurait pas Zoro Roronoa maintenant si on n'avait pas eu Ryoga. Ryoga, un des comic relief, mais moi, ça me fait plier en deux. Hein. J'étais mort de rire quand il demande son adresse du rendez-vous face à Ranma, quoi. Mais monsieur, vous êtes en pleine campagne, vous avez rendez-vous à Tokyo, qu'est-ce que vous faites là? C'est génial. C'est au point où même sur les derniers tomes, c'est où est-ce qu'il est ce lycée? Mais t'es con, t'es juste devant, quoi. Son sens de l'orientation. Un jour que j'attends le rendez-vous, putain, il est là depuis 20 jours. Quand il arrive du premier coup à l'endroit, c'est exact. Non, vraiment, ce personnage est génial parce qu'il est très attachant en plus, parce qu'il est déterminé, il a plutôt de bonnes valeurs, mais on a l'impression qu'il n'a pas tous les attributs de son côté, il n'a pas beaucoup de chance, quoi. Il est un peu poisseux, il est maladroit, il est malchanceux, puis en plus il n'a aucun sens de l'orientation. C'est un peu le négatif de Ranma en fait. C'est vraiment son alter ego déformé. C'est le rival malchanceux, c'est le Poulidor de Ranma. Ah mais complètement.
parce que c'est plutôt Oui. un bon combattant aussi. Il acquiert des techniques, et il va s'entraîner pour les perfectionner. Et quand on voit complètement, parce que quand on voit sa transformation à lui, parce qu'on va y venir évidemment sur les transformations, oui, bon bah c'est pareil, ils sont pas tombés dans la bonne source quoi. Pichoun. Pichuna, Pichounette. Pardon. Je m'égare. Évidemment, Shampoo qui a été élevé. Alors, je crois pas que ce soit sa fille, j'ai un doute. Je sais plus si elle a été élevée par Cologne ou si c'est sa fille. C'est Ou sa petite sa fille. grand-mère. Sa C'est la petite fille, petite. sa grand-mère. Je te remercie. Shampoo qui est un petit peu, bah voilà, qui vient de Chine, donc pas mal, un petit peu tout ce qui est tradition. Elles viennent souvent de Cologne et de Shampoo. Parce Shampoo que, qui est, oui. parce que chinoise. Et il y a vraiment cette impression, excuse-moi, hein, je digresse encore un petit Je t'en peu, prie. mais cette impression que Takahashi a un grand respect pour les traditions ancestrales chinoises. Parce qu'elles sont toujours, alors qu'on sait que le Japon et la Chine, c'est quand même deux gros antagonistes historiques, t'as vraiment l'impression d'un respect de la Chine, parce que les personnages qui viennent de Chine sont des personnages bienveillants, valeureux. Enfin, il y a vraiment un grand respect des traditions chinoises de la part de Takahashi. Très juste. Après, Shampoo, elle fait quand même quelques crasses. Hein. Elle n'est pas non plus Parce exempte qu'elle, alors, elle Par sert ses amour. intérêts, mais voilà, par amour et sans jamais vouloir être malveillante non plus. Ses intérêts priment sur les autres, mais elle n'est pas malveillante pour autant. En fait, elle a un sacré caractère dans une tradition où elle est hyper bien élevée, quoi. Mm. Et effectivement, on le voit d'ailleurs pas mal dans les premiers épisodes où on en parlait. Bah forcément, Ranma avait un petit peu brisé son maléfice, et donc on vient avec soit des vieux gris-gris, soit des vieilles techniques qui pourraient peut-être lui permettre d'espérer que. Donc on a pas mal ça. Donc là, je vous ai présenté quelques personnages. Voilà, le personnage d'Ukiyo, qui a voilà un personnage justement dont tu parlais tout à l'heure, qui fait des, comment on appelle ça, des Okaniyabe. onokiomaki. Voilà, Ah, merci. oui, mais je crois que je l'ai mal dit encore. Bon, bref. C'est pas Des très grave. takoyaki, soit des takoyaki, soit des ononogiyaki, j'arrive plus à le dire. Enfin Vous voilà, nous des corrigerez. spécialités. à base de choux Voilà. et de pâtes. Exactement. Vous nous corrigerez dans les commentaires. Et donc voilà, de toute façon, tous les personnages que vous voyez là, plus ou moins, là effectivement, il y a Tofu qui a plus qui est amoureux de Kasumi, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, qui est le médecin, je crois bien que c'est le médecin, Oui. le médecin scolaire ou peut-être le médecin tout court. Et effectivement, tous les autres personnages, il y a quand même des liens. Il va y avoir beaucoup de triangles amoureux, forcément. On l'a dit, c'est quand même pas mal à la fois un manga de romance et un manga d'arts martiaux, du coup. Parce que comme vous pouvez le voir, Ukiyo, son espèce de grosse spatule, elle s'en sert à la fois comme arme ou comme justement moyen de cuisson, quoi. Une espèce de grande plaque de cuisson ou de mince de spatule. Voilà, je cherchais le mot. De Et spatule. voilà, tu présentes Kuno, il y a aussi sa sœur, la Rose Noire, qui est une gymnaste combattante qui a jeté son dévolu sur Ranma. Enfin, il y a une galerie de personnages très forts et très attachants. Complètement. Ouais. Après, Kuno, moi, c'est un personnage au début qui est quand même un peu particulier, quoi. Je suis content du coup qu'il y ait eu d'autres personnages très vite, parce que c'est vrai qu'il est un peu cringe quand même comme personnage au début. C'est le stalker un peu. C'est effectivement, c'est celui qui c'est presque un harceleur. En fait. Complètement. Enfin, presque d'ailleurs. Ouais. Ça l'est totalement, que ce soit avec Akane ou avec Ranma version féminine. Par la suite. La femme, la fille à la natte, ouais. C'est aussi les personnages masculins récurrents, parce que Tofu, il apparaît vraiment qu'au début, et on le voit très très peu. C'est un personnage qui a très vite été oublié par Takahashi. Mais que ce soit Kuno, Ryoga ou Ranma, c'est aussi pareil, 3 personnalités types dans les relations amoureuses que peuvent avoir la jante masculine. Complètement, parce que Ranma, lui, il fait l'être détaché, qui finalement est amoureux dès le départ. Je veux dire, il y a très peu de secrets. On peut parler d'Akane rapidement aussi. Akane, pareil, elle, a priori, c'est peut-être le garçon manqué, etc. Mais la scène dont je voulais parler, c'est évidemment la scène où elle se retrouve les cheveux coupés par accident, et quelque part qui est la vraie naissance d'Akane, qui est quelque part cette jeune fille qui va enfin s'affirmer, qui va s'accepter peut-être telle qu'elle est, quoi. Et donc je trouve que ça, c'était un grand moment du manga aussi. Mais c'est ça, c'est encore une fois
sous un manga plutôt léger et inoffensif en apparence, il y a énormément de thématiques sur l'affirmation de soi. C'est vraiment un manga sur l'affirmation de soi au final, je trouve. Ouais. Notamment Ouais, par effectivement. les personnages principaux, peut-être un petit peu moins sur les personnages secondaires. Mais Akane, Ranma, un petit peu Ryoga aussi malgré tout, parce qu'il va vivre une vraie histoire d'amour avec une personnage tout aussi frappante que lui. Mais il y a Ouais. vraiment une affirmation de soi, et une libération de qui on est en voulant s'affranchir des codes, alors qui est surtout vrai au Japon, où vivez comme vous êtes et affranchissez-vous de tous les codes sociaux qu'on peut avoir. Mais au Japon, c'est énorme comme message. Oui, oui. C'est pas C'est pour anodin, ça. c'est très fort. C'est pour ça que ça a peut-être moins de prise en Ouais. Occident, mais au Japon, oui, effectivement, c'est une thématique forte et qu'on ne trouve pas souvent en plus dans les mangas. Après, les thématiques des relations quand tu es ado, etc., que tu es timide, que tu n'arrives pas à dire les choses, etc., je pense que c'était C'est universel, ouais. tout aussi le cas. Ouais. C'est peut-être un quoi, aujourd'hui, j'en sais rien, je j'ai pas encore d'ado à la maison, mais Bientôt, bientôt. il y a en fait, maintenant, c'est un petit peu différent au niveau de l'affirmation, etc. Il y a pas mal de choses qui ont été remises en cause, mais c'est vrai que on voit bien le regard des autres ou ce qu'on décide de faire. Ranma, comme tu l'as dit, dès le début, dans les regards, on sent bien que côté Akane, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais de fait qu'on lui a imposé ce choix, il lutte. Il lutte contre jusqu'au moment où ça va s'affirmer. Mais du coup, c'est Oui, pas c'est si presque une opposition de principe parce que ça leur a imposé, quoi. exactement. Ouais. Ce qui montre bien que d'une certaine manière, si on laisse les gens s'affirmer par eux-mêmes sans les brusquer, mais plutôt en les accompagnant, ça va tout de suite mieux. Mais ouais, c'est effectivement ça. Il y a pas mal de... Mais c'est un petit peu comme toutes les sitcoms hein, un peu romantiques où les personnages ne disent jamais véritablement leurs sentiments jusqu'au moment où, pour faire avancer l'intrigue, il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils révèlent quelque chose. Mais ça va souvent être des quiproquos, des triangles, etc. On retrouve des schémas assez classiques, même si là, des triangles, ça peut être des hexagones, hein, parce que des fois, c'est c'est un petit peu dans tous les sens. Euh, mais ouais, mais Non, effectivement, les puis, personnages qui sont jeunes, en fait, on l'oublie assez peu. Ils sont jeunes, en c'est fait, ça. C'est ils des ont ados, quoi. Ils ont entre 16 et conscience 18, de quoi. la vie et, et ils vont devoir faire leurs preuves et avec les parents qu'ils ont, des fois, c'est pas forcément gagné de trouver la bonne voie parce que les deux là, les deux darons, hein, c'est quand même spécial. Bah, C'est clair. complètement. Non, mais t'as raison, je trouve il y a un côté universel par rapport aux adolescences parce que quand on est timide ou alors quand on nie tout en bloc et on charrie la personne, tu sais, quand on est méchant avec la personne alors qu'on l'aime, parce qu'on est très maladroit, on n'arrive pas à lui témoigner notre affection. Effectivement, ça c'est très intéressant. Ou même le côté, c'est une fois qu'on perd ce qu'on a, qu'on se rend compte de sa valeur. C'est-à-dire que très souvent, bon, on dit oui, bon, ok, elle est mignonne, peut-être qu'elle m'aime, mais bon, voilà. Et dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé, là, ça l'insupporte en fait. Et Ah, ça, c'est Ouais. très intéressant sur la nature humaine, quoi. Et Et d'un même, côté et de l'autre, hein, c'est pas que Ranma, Akane aussi. Non, non. De son côté, quand il y a possibilité, potentialité ou de rupture, ou alors qu'il n'y a rien, hein, ils disent toujours assez clairement qu'ils sont pas ensemble, hein, ils renient tout lien. Mais s'il y a une rivale ou un rival, tout de suite, il faut l'affronter. Il y a l'affrontement, il rentre dans des jeux de compétition pour gagner. Oui, c'est ça. Pour lui, c'est qu'un prétexte de se battre encore, mais bon. Pardon, alors David. que pour Kuno et Ryoga, il y a aussi ce côté sensible à ce que les hormones nous dictent. Parce que Kuno, lui, ça va être la fille à la natte, donc Ranma, version féminine, et Akane, pour lequel son cœur va balancer, mais il est surtout attiré par Ranma, version femme féminine, parce qu'il y a du plotage dans les règles, toujours fait de façon non volontaire et maladroite, mais du coup, voilà, c'est les hormones qui le titillent. Et Ryoga, c'est un peu pareil, on noie son chagrin d'une rupture amoureuse d'une rupture ou d'un échec amoureux par une autre personne avec la personne qui élève des cochons qu'on voit à peu près à la moitié du manga. Donc pareil, il y a toutes ces thématiques. C'est vrai que c'est un manga qui est universel pour les adolescents et qui, j'en ai la preuve avec la fille de mon collègue qui a une douzaine d'années à peu près,
à qui je prête les Ranma une fois que je les ai finis et qui les dévore et qui adore, quoi. Alors que c'est 30 ans plus vieux qu'elle, pardon. Non, mais c'est vrai que c'est des situations intemporelles. Les situations comiques sont drôles et elles fonctionnent toujours par leur côté absurde et décalé. Et comme tu dis, bah, les triangles amoureux, il faudrait que je fasse, mais j'y arrive pas. Et puis le regard des autres est important, etc. Bah, ça nous parle. Ok, super. Bah, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les personnages avant que j'embraye sur les lieux? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi sur les lieux emblématiques de ce manga. Oui, sur les lieux, je suis d'accord. Sur les personnages, je pense qu'on a brossé le portrait rapide d'à peu près tout le monde. Est-ce qu'on parle des transformations du coup ou pas Ah bah si tu veux, ouais, vas-y. T'as raison, c'est- on a qu'à en profiter, ouais. On a qu'à en profiter pour parler. c'est Bah, vrai tu sais que- quoi? Je vais quand même mettre les lieux. Pourquoi? Parce que, bah, qu'est-ce qui est à l'origine des transformations? Bah, c'est un petit peu les sources Yusenkyo. On t'écoute, All Geek. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est ces sources qui vont avoir un rôle tout du long du manga, hein, parce que ça commence avec ça. Et au fur et à mesure, bah, d'autres personnages vont s'entraîner ou être entraînés à tomber dans ces, dans ces fameuses flaques pour se transformer de manière toute plus incongrue les unes que les autres. Hein, parce que Et c'est ça, parce que là aussi, c'est un comic relief, il y avait toujours le guide qui dit: ah là là, mais non, là, une jeune fille s'est noyée dans cette source il y a 100 ans. Oh, un canard s'est noyé, etc. Ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Le guide qui est assez marrant d'ailleurs parce que au lieu de prévenir les gens, va plutôt dire ah bah vous êtes tombé dans cette dans cette source. Quel dommage. Quel malheur, grand malheur. Il est comme ça. Mais oui, alors au début on a Ranma et son père qui vont s'entraîner parce que bon le père ne sait pas lire le chinois et du coup n'avait pas lu qu'il y avait une malédiction. Ça aussi c'est un petit gag qui fait son effet. Ça marche toujours. Et autant bah, Ranma a finalement beaucoup de chance parce qu'il reste un être humain. Mais tous les autres personnages, eux, vont subir des transformations animales, hein, avec des personnages qui vont se transformer soit en canard, effectivement en panda, en chat, en petit cochon noir. Le chat a son importance d'ailleurs, excuse-moi Julien, vu que la seule faiblesse de Ranma, suite à une technique enseignée par son père qu'a foiré complètement, ou pas complètement, à moitié. Oui, parce qu'il y a une botte secrète. C'est ça, Ranma est complètement flippée par les chats, et Shampoo, du coup, elle se transforme en chat. Ce qui met beaucoup de piment à leur potentielle relation amoureuse. Tout à fait, ouais. Mais ouais, donc tous les autres personnages se transforment en animaux finalement, ce qui implique beaucoup de, alors soit des gags effectivement avec cette phobie ou cette comment dire le fait que bah, Ryoga plusieurs fois on va essayer de le manger. C'est un thème assez courant, on essaie de le manger. D'ailleurs, comme Luffy quand il vient de recruter Chopper, hein, un des premiers réflexes, c'est de vouloir le bouffer. c'est ça. Mais ouais, je trouve que c'est intéressant parce qu'à chaque fois, à chaque nouveau personnage qui tombe, il y a une raison, il y a toujours quelque chose derrière. Et je trouve que les transformations sont plutôt, alors certes, au début, il y a de la flotte qui se balade partout. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des gens baladent de l'eau partout, tout le temps. Il pleut, enfin bref. Mais je trouve que les transformations sont plutôt bien amenées et donnent vraiment un rythme au manga qui permet d'avancer. D'ailleurs, quand Ryoga apparaît, quand Shampoo apparaît, c'est toujours après pour relancer finalement une nouvelle mécanique de gags et autres. Et l'auteur réussit toujours à rebondir et à retomber sur ses pattes avec tout ça, et ce qui donne un rythme assez intéressant au manga, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Je voulais juste faire le petit parallèle, parce que là, effectivement, la faiblesse de Ranma, c'est les chats. Et on avait dans Maison Ikoku un aspirant de mince, bah, j'ai plus son prénom. L'équivalent de Juliette en japonais. Bah, ça alors. Oh, bah, ça fait longtemps que j'ai lu, mais enfin, c'est pas grave. Ça, si jamais ça me revient, je vous le dis. Et effectivement, lui, par contre, il est terrorisé par les chiens. Il a trop peur de son chien, et son chien qui est très important en plus pour elle. Donc, on voit bien qu'elle aime bien aussi reprendre ces personnages qui ont peur des animaux, comme si c'était une malédiction ou une affliction. Je trouve ça assez intéressant. Non, je sais plus son nom. Bon, bref. Donc voilà pour les sources Jusenkyo qui sont à la base du manga et qui ouvrent et ferment le manga, qui bouclent la boucle de manière très intelligente selon moi. Je voulais juste rebondir, j'étais en train de chercher son nom. Voilà, le personnage je croyais qui s'appelait Draco Culotte, en fait, c'est Taro Collant, Taro le Collant. Ah oui, Qu'Aposai est nommé comme ça, qui lui a une transformation, mais c'est peut-être la pire de toutes. Déjà, il a un nom à la con. Parce que c'est Aposai qui l'a nommé, parce que suite à une tradition, c'est celui qui sauve, je sais plus, soit l'enfant, soit la mère qui doit le nommer, et Aposai étant un pervers notoire,
il décide de l'appeler Taro Collant parce que c'est un fou de sous-vêtements. Et lui est tombé dans une source où un bœuf s'est noyé avec un singe accroché à sa queue et un oiseau dans une patte, ce qui fait le transformer en personnage ultra monstrueux, quoi. Et qui donne aussi, même s'il apparaît dans ses premières apparitions sont plutôt flippantes, c'est un personnage dramatique mais profondément comique aussi, quoi. Ouais. J'ai retrouvé le nom, hein, c'est Kyoko, évidemment. Le prénom de Kyoko voilà. Bah très bien, ok. Je vous propose d'enchaîner avec un autre lieu qui est assez important, évidemment. Bah, on en a même si on a déjà pas mal parlé. C'est le Dojo Tendo où quasiment une grande partie de l'action se passe. En tout cas, bah, quand ils se retrouvent, soit à la fin des aventures, soit au début, ce qui va un petit peu initier. Soit parfois on a carrément un nouvel des invités. Mais c'est qui lui ou c'est qui elle? Enfin, on a vraiment. C'est presque l'endroit d'une pièce de théâtre, si vous voulez. C'est la scène de théâtre un petit peu principale de Ranma, je trouve, le Dojo Tendo. D'ailleurs, l'image que tu as mis à droite, avec ce petit lac, petit étang, et puis cette cuisine où ils mangent, c'est vraiment... Je crois que si tu dois dessiner le Dojo Tendo, tu dessines cette salle, en fait. C'est les autres pièces, finalement. Alors, tu sais qu'il y a, à proprement dit, vraiment un dojo où Akane va s'entraîner. Mais finalement, cette pièce, c'est vraiment là où tout se passe, quoi. Oui, t'as raison. Parce que sinon, j'imagine juste des couloirs avec des portes coulissantes. C'est clair. C'est ça. Et donc voilà, ouais, un lieu assez important, c'est à la fois, bah, on le voit, Akane, donc c'est un dojo, hein, ils entretiennent un dojo, donc ils n'ont pas beaucoup de clientèle quand même. En tout cas, s'ils en ont, on nous les montre pas. Ouais, c'est ça. Oui, alors je sais pas non plus qui gère la clientèle quand elle est gérée, ou alors on s'intéresse à autre chose, mais effectivement, bon, en tout cas, c'est un dojo qu'ils entretiennent. L'action se passe ici, comme on l'a dit, donc voilà, plutôt sympathique. Et un autre lieu assez important, forcément, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est que ce sont des jeunes adolescents entre 16 et 18 ans, donc forcément, ils vont au lycée. Au lycée Furinkan qui est le nom d'un quartier fictif, mais très très inspiré d'un quartier dans lequel a grandi Rumiko Takahashi à Tokyo. Donc voilà, ce lycée... Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, moi, je vais pas dire grand-chose d'autre, j'allais dire juste ce lycée qui est le théâtre aussi de rencontres avec pas mal de nouveaux personnages, dont Kuno, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, et un lycée qui regorge de plein de pièces surprenantes pour un lycée, parce que quand on voit, il est dirigé par un principal qui pourrait être issu du collège Foufoufou, pour ceux qui connaissent. C'est un principal qui n'a aucune méthode d'éducation et de notion pour diriger un lycée et canaliser un petit peu tous ces lycéens, et qui va amener à chaque fois quelque chose de complètement stupide, le fait que tous les lycéens doivent se raser la tête, par exemple. Et donc, il y a plein de pièces secrètes où lui, c'est pareil, il imagine des pièges les plus farfelus les uns que les autres, où imaginez un mix entre l'inspecteur Gadget, James Bond et puis un cartoon type Bugs Bunny, vous aurez un petit peu l'image des pièges qui peuvent être disséminés à travers ce lycée. Mais c'est ça, c'est que des personnages un peu grotesques, vraiment haut en couleur, exagérés. En fait, il y a un peu une surenchère d'absurde, mais tout ça, dans l'univers de Ranma, ça coule. C'est-à-dire qu'on peut être très surpris, comme tu le disais tout à l'heure, All Geek, avec ces personnages qui acceptent un peu facilement la situation. Alors c'est quand même une sacrée situation. Finalement, on nous donne un petit peu le ton du manga, et tout le long, on va se dire « What ?» Bon, ok, et puis ça nous fait marrer, parce que on va y revenir, peut-être on va parler de ça aussi à la fin, en préambule, mais ça va être ça. On va parler un petit peu de ce que nous faire sentir ce manga et nos moments marquants, mais c'est qu'on se marre pas mal dans ce manga. Oui. Voilà, on y va. On peut entamer cette dernière partie un petit peu, à savoir, voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur les personnages, les lieux, l'histoire en gros de Ranma 1/2. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous plaît comme manga? Quels sont les points positifs, les points négatifs selon vous? Et puis pour terminer, est-ce que vous avez une petite scène, un petit moment très marquant que vous avez particulièrement apprécié dans le manga? Alors, si c'est un manga qui m'a plu, la réponse, c'est j'ai acheté les 20 tomes en 5 mois. Je pense que ça devrait répondre à la question assez facilement. Oui, c'est en plus, il y a le côté Madeleine de Proust. Hein, c'est encore une fois, c'est un des rares mangas que j'étais autorisé à regarder étant gamin. Donc les relire et puis les relire et les découvrir même avec un regard adulte, tout en gardant un petit peu ce souvenir de qui j'étais gamin. Oui, ça fait que ça fonctionne à plein. On en avait parlé plusieurs fois en off avec All Geek. C'est peut-être l'absence de fil rouge qui peut être sa plus grande faiblesse,
mais qui est contrebalancé par un talent d'écriture de personnages et de situations rocambolesques de Rumiko Takahashi. Et puis une scène en particulier, c'est peut-être Ou ce que tu as aimé dans le manga, hein, ou ce que tu as aimé, hein, comme tu veux, maintenant. Bah, là, ce qu'il y a, c'est que je suis en train de le finir. Il y a peut-être vers la fin, avec l'apparition des personnages un peu démoniaques, les espèces d'oiseaux qui surplombent les sources maléfiques chinoises, qui apportent une dimension un peu plus fantastique, peut-être un petit peu plus dure aussi au manga et qui donne une rupture de ton. Mais sinon, tout marche bien. L'espèce de compétition où tous les personnages, les love interest les uns des autres, sont obligés de faire équipe successivement avec les uns avec les autres parce que Ranma veut à tout prix retourner en Chine pour essayer de soigner sa malédiction et Akane qui va pour l'aider finit par jouer contre lui et voilà, c'est un passage plutôt fun avec un rythme vraiment soutenu que j'avais bien aimé. Bah super, merci beaucoup. Et toi, Geek? Alors, moi j'aime bien. Alors, effectivement, ça marche quand même très très bien à la relecture. C'est aussi ça, c'est que, comme tu disais, les gags fonctionnent encore. On ne tombe pas sur des gags bon, ok, ça fait vaguement sourire. Non, je trouve que les gags fonctionnent encore. Après, effectivement, le côté peut-être un petit peu redondant sur certaines situations où voilà, il y a un nouveau rival ou une rivale qui arrive, compétition, match, et puis finalement humour, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie. Je pense que c'est un manga qu'il faut pas forcément binge-reader parce que sinon on risque de. Pour moi, on risque d'avoir ce sentiment de redondance. Mais il est très bien fait et l'ajout de personnages au fur et à mesure redonne du rythme à chaque fois. Moi, dans les scènes, alors je suis pas allé très très loin. Moi, il y a 2 scènes qui m'ont marqué. La scène du shampoing de shampoo que j'ai trouvé très marrante, quand elle va laver la tête à Akane. C'est quand même assez marrant. L'entraînement que Cologne impose à Ranma avec sa technique, les marrons tirés du feu grillé, etc. Donc, où il apprend certaines choses, c'était assez marrant aussi. Et je vous en parlais en off, mais cet épisode avec Mousse qui fait appel comment dire, qui veut absolument, en enlevant Akane, la transformer en canard avec l'eau d'une source maudite. J'ai trouvé que là, on a été sur un ton un petit peu plus sérieux et qui détonnait un petit peu, mais très vite, ça va retourner dans un style un peu plus léger. Peut-être à la fin, effectivement, moi, je suis pas arrivé jusqu'à la fin où, comme tu disais, Mind, il y a peut-être un peu plus de sérieux, de serious business, mais en tout cas. Et encore. Et encore. mais ouais, ça s'y très très bien. Après, moi, mon petit regret, mais c'est vraiment très petit, c'est que moi, j'aime bien les mangas d'arts martiaux, et c'est vrai que s'il y en a beaucoup dans le manga, Ranma est clairement jamais véritablement mis en difficulté. Il surpasse un petit peu tout le monde quand même, globalement. Il y a juste face à la technique de déprime de Ryoga où il y a un petit peu plus de challenge, mais où c'est la technique du tigre suicidaire ou quelque chose comme ça, je sais plus comment elle s'appelle cette technique, et où il finit par trouver un contre, mais sur le tard. Mais effectivement, oui, au-delà de ce passage-là, il est over the top à chaque fois, quoi. En fait, Ranma, il a vraiment toutes les qualités du combattant. Il est très fort. Il est aussi très malin dans ses techniques, dans la manière d'utiliser les situations. Donc après, c'est pas le prétexte. On n'est pas sur un manga de bagarre où le personnage doit vaincre les ennemis au fur et à mesure pour devenir le plus fort. Il se bat pour maintenir son niveau et être fort, mais c'est pas ça l'essentiel du manga. Mais bon, c'est un tout petit bémol. En tant qu'amateur. Alors c'est un bémol, je te rejoins complètement, mais en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vu que il est déjà si fort que ça et que l'intérêt il est pas là-dedans, il a d'autres faiblesses. Il a d'autres faiblesses et c'est peut-être justement celle de réussir à parler sans frontières, sans barrières, sans retenue en fait à son entourage, que ce soit à son père pour lui dire ses 4 vérités, parce que je pense que Ranma il a pas mal de choses à dire à son père, que ce soit à sa mère. Non mais même à sa mère, il a du mal à aborder sa mère. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il y a un moment très important. Il y a aussi une raison à cela. De comment ils sont connus, mais toujours pareil, c'est un petit peu le. Et puis un petit peu sur la dualité. Du serment des parents face à l'entraînement de Ranma. Hein. C'est aussi pour ça qu'il n'ose pas aborder sa mère. Voilà, c'est ça, voilà. Parce que sans rentrer dans le détail, effectivement, ils se sont promis un sort peu enviable si jamais leur fils manque de virilité. Je crois que parce que là aussi, on se moque de l'éducation, de ce qu'on attend de nos enfants
et quelque part de presque l'orientation sexuelle préférentielle qui doit être établie pour nos futurs enfants. Ça aussi, c'est très intéressant. Je suis même pas sûr que ce soit uniquement l'orientation sexuelle, c'est plus une virilité typée années 60, je pense, où l'homme C'est doit être, machisme, oui, c'est ouais, du voilà, sexisme machiste, plus. mais pas le machiste comme on peut l'entendre maintenant, une plus patriarcale, dans le Ok, sens où il doit complètement prendre soin de sa famille, être le rock de la famille et supporter tout le monde, aussi bien financièrement qu'émotionnellement, où tout le monde doit être bien sous couvert de l'égide masculine. C'est ok, peut-être plus cette vision-là de la virilité. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, en tout cas. d'accord. Bon, il faudrait que je le relise, mais en tout cas, tout ça, c'était super intéressant. Et moi, c'est pareil, c'est un manga que j'aime particulièrement pour son humour et ses moments de grâce. Je trouve qu'il y a des petits moments de grâce qui sont très touchants, très émouvants, souvent entre Akane et Ranma. C'est un petit peu, mais vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Ça. Du côté, mais allez-y, dis-lui, de toute façon, lui il ressent la même chose, elle aussi, allez-y. Mais justement, de manière assez subtile, très belle. Souvent, et puis souvent, quand il y a un gentil mot dit, il y a une vacherie derrière parce qu'il faut contrebalancer et casser le truc parce qu'on peut pas finir sans cette note-là. Et c'est pas qui je suis puisque je suis un combattant. Donc je peux pas être quelque part fleur bleue ou très affectif ou autre chose comme ça. Donc je crois qu'il y a voilà, cette espèce de frontière qui est très intelligemment traversée par Rumiko Takahashi et qui nous propose un manga que je trouve qui est vraiment très agréable, très frais, même si je vous rejoins complètement. C'est vrai qu'il y a une petite absence de fil rouge, ou même le côté arts martiaux. Il aurait peut-être pu faire quelque chose où, en fait, elle aurait pu faire quelque chose où on peut jouer bien sur les deux tableaux. À la fois ce côté romance qui continue, et puis peut-être mettre quelque chose avec plus de bâtons dans les roues, effectivement, sur la progression de Ranma pour arriver à quelqu'un qui maîtrise et qui parfait complètement les arts martiaux. Mais voilà, avec, je repensais à plusieurs chapitres du manga. C'est le moment où Ranma doit aller vivre chez un Français pour la technique de l'avalage de nourriture avec ce concours de Génial. bouffe Il qui y a beaucoup de fout choses sur voir. l'éducation. Ouais, c'est déjà oui, et puis ça fait passer Food Wars mélangé à One Piece quand il mange et à Dragon Ball quand il mange pour des tout petits joueurs. Cette technique d'engloutissage de nourriture. Ouais. Oui, c'est ça, c'est jusqu'au boutiste dans l'absurde et dans les situations, quoi, souvent. Ah oui, on pose le potard à 11. C'est ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Sauf si vous avez des choses qu'on n'a pas évoquées, que vous avez envie de Peut-être, parler maintenant. Ouais. peut-être les animés où tu Oui, évoquais, merci. Oh là là, déjà heureusement que t'es là. Voilà. t'évoquais déjà les soucis de censure avec tous les guillemets qui s'imposent. Moi, j'ai trouvé par contre, alors j'ai très peu de souvenirs de l'animé des années 80-90, mais cette nouvelle version, j'ai l'impression de voir une adaptation fidèle page à page du manga, qui, au-delà de la censure, qui est très plaisante. Par contre, on en parlait avec un autre collègue, les couleurs, qui sont peut-être un peu trop flashy et un peu trop modernes et qui auraient peut-être mérité un peu plus de côté terne, que ce soit un peu moins fluo au final. Mais au-delà de ça, l'animé, je le regarde. Il me manque juste le générique de Bernard Minet pour que je retombe complètement en enfance. Par contre, ça fait du bien, je trouve, quand on lit le manga, qu'on n'ait plus les Adeline, les Amandine, les Et choses comme ça, qui étaient évidemment, ils avaient francisé Ranma Vincent, les... hein, le Roland. Ranma Vincent, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Ryoga, c'est Roland. J'avais oublié aussi. Ah, Roland, ouais. Ce Non, qui fait beaucoup plus mal avec Dragon Ball. Dragon Ball, j'ai la nouvelle édition, là, la full color, qui est la version deluxe, mais avec une colorisation. Où c'est Kame Sennin, tous les personnages n'ont plus les noms français de notre enfance. Et Dragon Ball, je pense que même encore maintenant, c'est un passage obligé pour tout amateur de manga ou d'animé. Et ne plus avoir ces prénoms francisés, ça fait bizarre. Ça choque énormément. Que sur Ranma, même si c'est un manga culte, il est peut-être un peu plus oublié. Et du coup, avoir les noms japonais choque beaucoup moins que pour du Dragon Ball. Et puis dans la première édition de Glénat Pastel, il s'appelait Tortue Géniale, par exemple. Oui. C'est vraiment dans la retraduction qu'ils ont apporté avec la perfecte, que là, ils ont remis les noms japonais, des choses comme ça, choses qui sont arrivées assez tardivement, finalement, parce que même au début de One Piece, c'était Pipo, avant qu'il vienne Usopp. Ouais. Mais il y a eu
Alors, sans réécrire l'histoire, mais il y a eu cette absence de manga à la fin du Club Dorothée qui a créé une appétence pour notre génération. Bien sûr. Et vous, les plus jeunes générations, je pense que l'effort qu'on a apporté à réclamer du manga a fait que des personnes qui avaient un peu plus de moyens ont apporté ça et qui a permis au manga d'exploser. Je crois qu'on est le 2e ou 3e pays consommateur de manga au monde, pour la France. Depuis longtemps. Ouais, deuxième, je crois. Et voilà, donc effectivement, dans les années 2000, où il y a eu cette nouvelle explosion du manga, en tout cas des produits culturels importés du Japon en France, il y a peut-être eu cette volonté de se dire, bon, allez, on arrête de traduire et puis on garde le nom japonais. De toute façon, il y a une éducation à faire pour les jeunes générations et rééduquer le plus vieux public qui connaissait les prénoms français. Ouais, après, je sais pas. On peut toujours. Il y a eu des polémiques sur One Piece avec justement changement des noms, etc. Pour moi, Tortue Géniale ou Kame-Senna ou Muten Roshi, ça me gêne pas. Mais bon, effectivement, moi, c'était Tortue Géniale au début. Bon, après que ça passe à Muten Roshi, ça me choque pas vraiment. Par contre, concernant Ranma, les prénoms francisés, c'était quand même un peu chaud. C'était quand même un peu chaud. Shampoo, c'est bambou, je crois. Oui. Roland, effectivement, c'est un peu spécial. Mais C'est clair. Est-ce que les Brenda de Beverly Hills, on les appelait Jean-Pierre, Micheline Non, mais effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, il faut respecter aussi la culture de base de ce que tu adaptes. Sauf que Beverly Hills, ça arrivait un petit peu après, malgré tout. Et puis, c'est une culture occidentale. Donc, il y a moins cette barrière de la langue que la culture japonaise, qui est quand même une culture tout autre. Et tu regardes tous les mangas des années 80, que ce soit Juliette, je t'aime, que ce soit Lucie, l'amour et rock'n'roll. Alors bon, voilà, la qualité du manga, on n'en parlera pas, c'est autre chose. Mais tous les mangas des années 80, ils avaient des prénoms français. Caroline. Mais c'est ce qu'on reproche du coup justement. Mais après, je peux comprendre, comme tu l'as très justement dit, on est plus à l'aise à dire des Jack, des John, des Brandon que des Kyoko, Ryuga, des choses comme ça. Enfin, si on ne nous initie pas à ce moment-là, quand est-ce qu'on va le faire? Donc effectivement, c'est une volonté de transparaître, de traduire une culture d'un pays à un autre, mais sans en garder aussi ce qui nous a plu au départ de cette culture d'origine, même si je peux comprendre la démarche, quoi. Après, pour rebondir sur les animés, du coup, parce que j'avais pris quelques notes, du coup, comme j'ai regardé moi les animés, juste pour vos informations, il y a eu pas mal de dessins animés en fait adaptés. Hein. Donc il y a eu déjà une première série d'animés avec 18 épisodes qui s'appelle Ranma Nibun no Ishi, qui reprend a priori peu ou plus ou moins les 4 premiers tomes. Puis après, on a une deuxième série qui a beaucoup plus marché, qui s'appelle Neto N. Il y a 143 épisodes et qui s'est terminé avant la fin du manga, donc qui a pris fin en 92 alors que le manga était toujours en cours de publication. Et après, il y a eu 2 films et il y a eu 11 OAV. Donc c'est quand même assez mine de rien quand on pense souvent aux OAV Dragon Ball, etc., où on a eu énormément, plus d'une vingtaine, je crois. Mais mine de rien, Ranma, quand même, 11 OAV et 2 films. C'est pas négligeable. Hein. Donc, ce qui montre aussi le décalage entre le Japon et la France, hein, c'est que, mine de rien, au Japon, ça a très très bien fonctionné. Et en France, beaucoup moins. C'est resté secondaire par rapport à un Dragon Ball ou autre qui a plus explosé à un moment donné. Ah, mais de toute façon, Dragon Ball, c'est le maître étalon des années 80. Je pense que vient juste après Saint Seiya et effectivement, le collège Foufoufou, Juliette Je t'aime et Radma arrivent en 3e, 4e, 5e position. Mais tu parles à des gens de notre génération. Le premier animé, quand tu parles de produits importés du Japon qui vient en tête, c'est Dragon Ball. Oui, c'est ça. Oui, c'est Dragon Ball, Cheveux Zodiac, tu l'as dit, Dragon Ball, Cheveux Zodiac, éventuellement Nicky Larson ou Ken le Survivant, c'est ça. Parce que effectivement, on l'a dit déjà vite fait tout à l'heure, mais les thématiques sur la culture japonaise, sur les relations sociales entre les personnes, elle est peut-être aussi plus impactante sur les terres japonaises qu'en France. C'est aussi peut-être pour ça que Rumiko Takahashi a vraiment été une mangaka, mais vraiment très 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 appréciée au Japon. Tu l'as dit tout à l'heure, elle est à l'abri du besoin, hein, elle est millionnaire. Oui, ce qui est pas le cas de tous les mangaka. Alors évidemment, Eiichiro Oda ou Kishimoto dont on a cité, c'est évidemment le cas. Mais je veux dire, Rumiko Takahashi, c'est pas
des œuvres qui sont aussi connues quand même que One Piece ou Naruto, quand même. C'est un cran en dessous. Oui, non, mais il y a eu ce côté peut-être très avant-gardiste aussi dans ces thématiques, comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, enfin, qui a fait que c'est un manga qui, pour moi, restera transgénérationnel. Ranma, c'est un Yel, en fait. Oui, complètement. Complètement. Est-ce que c'est pas une conclusion pas mal, ça? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mindphobia. Merci beaucoup, All Geek, de m'avoir accompagné. J'espère pouvoir compter à nouveau sur vous pour des prochaines aventures dans manga rétro saucisse congelée. Alors, Oui, pour des séries un peu longues, préviens-moi 5-6 mois à l'avance que je puisse me faire le tunnel de lecture auparavant. T'as remarqué que j'avais proposé Ranma, bon, évidemment parce qu'on surfait sur l'actualité, et puis parce que je savais que t'étais en train t'avais un bon rythme de lecture et que tu les enchaînais bien. Mais effectivement, c'est des choses qu'on va essayer de, nous, dans Tambouille Interne, d'essayer pour vous préparer, pour vous proposer des émissions optimales avec des intervenants de qualité, c'est déjà le cas. Bien sûr, nous élaborerons tout ça bien en avance, bien en amont. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne Manga Saucisse. C'est très important pour la chaîne. D'ailleurs, on a déjà plus de 400 abonnés. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est extra. Et puis, de toute façon, vous retrouverez encore une fois du contenu sur la chaîne Manga 106 samedi prochain. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de matinée ou de fin de soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt. Salut! Ciao. Salut, salut!